Thé Noir Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le Thé Noir, c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copines. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti. Hello Néné. Hello Didier. Comment ça va? Mais ça va. Ça va, hein, pas trop fatigué. Il fait beau, tout ça, la santé, les gosses. Il commence à faire beau, extrêmement fatigué. Ouais. Et puis, mais c'est de la... Je dirais pas que c'est de la bonne fatigue parce que c'est jamais de la bonne fatigue en soi, mais c'était nécessaire. C'était une fatigue nécessaire. Ouais, je comprends. Non, voilà. Je comprends. On est toujours dans la même mouvance, on cherche l'argent. On cherche l'argent, on cherche plus l'argent, on cherche plus l'argent. Toujours please. Toujours plus, c'est trop ça. Et je sais pas, ce mois de mai, personnellement... Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un rétrograde d'une planète, parce que c'est facile maintenant. Il y a toujours un rétrograde d'une planète, ça m'énerve. Dès qu'on rentre dans une nouvelle phase, on me dit « Attention, rétrograde en approche ». Non, mais arrêtez. Non, voilà, donc je vais utiliser l'excuse de c'est telle planète qui est en rétrograde, mais disons que ce mois de mai a commencé sur les chapeaux de roue de mon côté. Il s'est passé tellement de choses en si peu de jours. Je suis encore décontenancée. Donc ça continue, ta vie c'est toujours un film. En fait, c'est ça que tu es en train de nous dire. Tout va bien, on est toujours dans un film, tout se passe bien, merci. Mais je sais pas si c'est un film, mais on va dire que, comme dirait une Il s'en passe des choses, hein. Comme dirait une de mes potes, les scénaristes ont rajouté des personnages, ils ont mis des plot twists, ils ont ajouté un peu de piment ici. Ils se sont vraiment fait plaisir. Un peu... Ah ouais, là, ils se sont lâchés. C'est grave, hein. Ouais. Franchement, c'est grave. Ok, bah écoute, moi c'est plutôt calme de mon côté, vraiment la routine. Je fais mes petites activités à la maison, je profite vraiment de chaque jour que je peux passer à la maison. Qu'il pleuve dehors ou qu'il fasse du soleil, qu'il neige, qu'il vente, peu importe. Moi j'aime juste être dans ma maison, être tranquille à la maison. Donc là j'ai eu l'occasion de le faire très souvent, donc je suis très contente. Ah bah, tout parfait. Simplement. Ouais. Nous avons une d'ailleurs reposée. Ouais, bien reposée, franchement ça va. Et on va bientôt voyager en plus, donc vraiment, je suis trop heureuse. Mais j'ai l'impression personne ne peut me faire descendre oreilles. là. On casse les oreilles de tout le monde avec ça. On est genre, je te jure. Je sais pas ce que vous faites, mais moi je pars à Babi. En fait, ah bon, et moi toi, je voyage tu fais quoi? En fait. Ouais. Moi je voyage. Ouais, je vais découvrir le monde. Ouais, c'est ça mon taf en fait. J'ai fait comme les racistes, j'ai dit je pars en Afrique. J'ai dit ça à mes collègues. Ils ont même pas demandé le pays, j'ai dit je pars en Afrique. Franchement, c'est hallucinant. C'est grave, hein. Personne m'a demandé le pays, quoi. C'est hallucinant. C'est un grand pays, l'Afrique. Marrakech, Cape Town, c'est la même pour eux. C'est pareil, il y a les mêmes personnes, les mêmes activités. Enfin, c'est simple, je te quoi. Jure. Ouais. Je vais pas te mentir que là, dernièrement, comme on sait qu'on part à Abidjan, j'arrête pas de regarder la page de Aben Africa. Tout ce qu'elle fait, je regarde, je me dis ça a l'air bien ça. Est-ce qu'on peut faire truc? Est-ce qu'on peut faire ça? J'ai trop squatté sa page. Mon feed Instagram ne me propose que du contenu ivoirien. Je pense qu'il a compris. T'as vu? Il me propose que ça, les street food, de quel tonton, quelle tantine il faut aller manger. Et le pain chien. J'étais là, j'ai dit le pain chien. Vu? Eux aussi, ils mangent des chiens. J'ai dit on prend, donnez. On va manger le pain chien, c'est pas grave, donnez-moi. Donc là... Non, c'est incroyable. Ouais, j'ai trop hâte. C'est ça même. Voilà. Bon, bah, pour rentrer dans le sujet de l'épisode, on s'est dit qu'on allait parler de moments qui avaient marqué nos vies, qui avaient changé nos existences. Parce que je me disais, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui créent vraiment un tournant dans ta façon d'être, dans les valeurs que tu as, si elles vont changer ou pas. Et voilà, on s'est dit que ce serait intéressant, en tant que femme, de parler des choses qui nous ont vraiment façonnées dans la vie. Voilà. Et du coup, quand on a parlé du sujet, Néné, elle a dit, voilà, on va encore se mettre à nu, ça continue. Oui, voilà. On vous invite un peu plus dans nos vies. Je
trouve que c'est un exercice intéressant à faire. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir quand j'ai choisi vraiment 5 moments clés. Parce qu'il y en a plein, hein. Il y a beaucoup de choses qui te font changer tout le temps au cours de ton existence. Mais j'en ai choisi 5 clés. T'en as choisi combien, toi? J'en ai choisi 5 aussi. Ok, super. Ok, 5, alors qui commence? Bon, alors, petit... Pique-nique douille. petit pique-nique douille, et surtout, j'ai l'impression que c'est un épisode encore avec un thème très léger. Voilà. Ouais, non, mais quand même, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent pleurer facilement. Hein. Ça dépend, c'est quoi qui t'a marqué dans ta vie aussi. Hein. Bon. Ouais. Et on fait par ordre alphabétique, comme ça, c'est toi qui commences. Ok. Voilà. T'as vu comment je suis gentlewoman? Après vous. Je te jure. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Oui, alors, d'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui m'a inspiré cette idée d'épisode. C'est que je discutais avec une amie, en fait, qui vient de célébrer ses 10 ans de mariage. Et on parlait de comment elle se sentait, est-ce qu'elle a l'impression qu'il y a eu un gros changement. Et puis on parlait même en fait de la cérémonie en soi, et je lui disais, tu te rappelles à ton mariage, il s'était passé ça. Et en fait, quand tu parles avec les gens, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des moments en fait qui sont censés être importants pour eux, mais ils s'en rappellent pas de la même manière, et je trouvais ça intéressant. Et en fait, quand je parlais avec elle, je lui disais que moi, mon mari, jusqu'à aujourd'hui, il m'en veut parce que après qu'on se soit mariés, je crois qu'il était peut-être... il devait être 3h du mat, le soir même, tu vois, on avait fini le mariage, et il me disait, est-ce que c'était le plus beau jour de ta vie? Je lui ai dit, non, je pense pas, tu vois. Je dis, franchement, honnêtement, je pense pas. Il y a d'autres trucs et tout qui m'ont marqué plus dans ma vie, etc., mais non. Et donc, il l'a trop mal pris, il m'a regardé, genre, il l'a pris comme un échec personnel, mais en fait, je repensais à ça récemment parce que nous aussi, on va bientôt fêter nos 10 ans. Et en fait, le jour de notre mariage, pour mettre le contexte en place, il y avait quand même plus de 450 personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent de mon mariage. Je me rappelle pas, tu vois, je me rappelle même pas qu'ils étaient là. Parce que j'ai pas pu les voir, c'était une grosse production, quoi. Moi, je me rappelle de rien du tout. Je me rappelle de très, très peu de choses. J'ai des vagues souvenirs de petits moments forts. Mais ça s'arrête là, en fait. Pour moi, c'était une grosse fête, ce jour-là. Et puis voilà. Et par contre, le lendemain de mon mariage, ça fait partie d'un de mes jours préférés dans ma vie, tu vois. Et je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, je me rappelle que déjà, je me rappelle que le lendemain du mariage, on s'est réveillés ensemble à l'hôtel, on était là, voilà, monsieur, madame. Tu sais, c'est tout frais, donc on est comme des teubés, on n'arrête pas de se dire, monsieur, ça va, madame, ça va, gna gna. Et en fait, on s'est réveillés et il nous restait 1 milliard de choses à faire. En fait, on avait loué une salle qu'on devait rendre le lendemain, il fallait aller la nettoyer, il fallait vider des trucs. Et comme nous, on était tous les deux des gens de la com et de l'événementiel, on avait tout organisé comme des tarés. En fait, on s'était dit, on a fait des locations ici et là pour avoir les meilleurs tarifs et il fallait qu'on rende tout en fait le lendemain. Donc le lendemain, en fait, c'était un peu la course contre la montre. Il fallait partir récupérer des choses chez telle tantine, chez tel tonton, avoir des clés de voiture ici, avoir du matos, récupérer des verres chez un tel. Et en fait, partout où on allait, en fait, le lendemain, tout le monde nous accueillait, genre en applaudissant. Franchement, c'était trop drôle. Partout où on arrivait, c'était en mode, et pour la première fois, monsieur et madame, machin et tout. Et ils nous applaudissaient, on était là, arrêtez arrêtez, c'est trop gênant. Et et du coup on est parti à la salle et en fait il y a du matériel qu'on avait pris, qu'on devait rendre en Belgique et on avait loué une sorte de minivan, de fourgonnette dans laquelle on a chargé plein de trucs qu'on devait rendre à la frontière et puis on est parti en fait et toute notre après-midi ça a été un road trip en fait à s'arrêter chez les différents prestataires qu'on avait vus dans le nord de la France et à la frontière belge en fait. On est parti rendre des fûts de bière, je sais plus, à Moucron, je crois, je me rappelle même plus. On est parti après, bref, rendre plein de choses, etc. Et en fait, pour moi, ce jour-là, il était tellement plus marquant parce que c'était... en fait, ça m'a donné un aperçu de comment serait la vie avec mon mari, pour de vrai, tu vois. C'était pas une fête, c'était pas un moment complètement qui sort de l'ordinaire. C'était vraiment un moment où, sur toute la journée, on était ensemble, on avait plein d'impératifs, etc., plein de pépins, mais on était ensemble,
et on fonctionnait bien en fait. Et moi j'ai le souvenir qu'on était sur la route et on était mort de rire parce que on voulait mettre la radio elle marchait pas, donc on était en train de rire, on disait putain on est obligé de se parler et tout, c'est grave. Et en fait moi cette journée elle est vraiment passée elle est passée trop vite, tu vois, c'était tellement un bon moment que c'est passé super vite. Donc j'ai passé des heures et des heures, je pense qu'on a fait peut-être 7 heures dans la voiture ce jour-là, à faire des allers-retours ici et là, et puis à rentrer chez nous aussi. Et on n'était pas fatigués, on était super heureux, on était vraiment sur un high, tu vois. Donc moi je lui ai dit, en fait, avec du recul, en fait, peut-être quand on a fêté nos 3 ans ou 4 ans de mariage, je sais plus, mais je lui ai dit, tu vois, à date, ça reste un de mes meilleurs souvenirs, en fait. C'est pas forcément le jour du mariage, mais le lendemain, j'ai trouvé ça trop mémorable. Et puis on est arrivé chez nous et il m'a dit bah attends je vais te porter avant de passer la porte, il y a toutes ces petites bêtises là, tu vois, c'était trop chou. Et même avant même qu'on arrive en fait on était tellement fatigués avec tout ce qu'on avait fait, je pense qu'à un moment donné on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, on a dormi dans le camion, tu vois. C'était vraiment n'importe quoi. Ça vous ressemble tellement parce que tout ce que tu es en train de décrire d'autres personnes auraient pu le faire, mais ça vous ressemble tellement. Franchement, c'est comme ça que je le ressens aussi, ouais. Donc je lui disais, ouais, pour moi, c'est un souvenir tellement plus mémorable. Je pense qu'en fin de vie, tu vois, ça fera partie des top 10 dans ma vie. Je dirais, ouais, tu te rappelles quand on avait fait ça? Ah, c'était trop cool. Et genre, moi, j'arrêtais pas de râler sur toute la route. Je disais, attends, mais il est hors de question qu'on aille en Belgique et qu'on s'arrête pas dans une baraque à frites, hein. Alors là, si j'ai pas mes frites boulettes, je vais m'énerver. Les choses importantes. Voilà, il faut avoir ses priorités dans la vie. Donc toutes ces petites choses, mais ouais, en tout cas dans mon top 5, je mettrais définitivement le lendemain de mon mariage. Ok. Cette journée. C'est ça. Alors moi, je vais commencer mon top 5 par quelque chose d'un peu moins festif, même beaucoup moins festif. En fait, moi, j'ai fait l'inverse. Je pense que j'ai commencé par des choses un peu dures et je pense que le dernier truc que je vais partager, ça sera un peu plus gai. Mais la première chose qui m'a vraiment, vraiment changée, et c'est trop bizarre parce que je me souviens de cette journée, mais je dirais à la minute, voire à la seconde près. Dans mon ancien travail, j'ai une collègue qui a été victime d'un féminicide par son ex-compagnon qui était coach séduction sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, je me rappelle de cette histoire. Ouais. Et donc, et en plus, il a été condamné il y a... je pense que c'est il y a quelques récemment, mois. Non ? Oui, début d'année, donc il y a quelques mois. Je pense qu'il est passé devant le juge et que sa condamnation est tombée il y a quelques mois. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans. Et de mémoire, je pense que son féminicide a eu lieu en janvier 2020, mais que c'était peut-être déjà le 19e féminicide de l'année. Ouais, parce qu'il y a toujours un pic en France au début de l'année, c'était une année catastrophique. Ah ouais, c'était vraiment flippant. Et donc, du coup, t'arrives au travail. Donc, je dis que c'est une collègue, mais c'est pas une collègue genre Christine de la Compta à qui tu dis bonjour et que en fin de journée, tu dis au revoir. Non, c'est une collègue avec qui on déjeunait ensemble, une collègue avec qui, après le boulot, parfois, on prenait des verres, on se racontait parfois nos petites histoires, on rigolait. C'est tu l'as connue, quoi, tu l'as vécu. Je l'ai vécu. On a un souvenir ensemble mémorable parce que quelques mois avant, on avait fait un séminaire et on en riait encore et j'en ris encore aujourd'hui. Je pense que en fait, on a 2 autres collègues hommes qui ont voulu rentrer à la nage depuis le restaurant. Donc, ils ont nagé, ils nous ont mis leurs affaires. Donc, tu vois 2 hommes en train d'enlever leurs costumes, machin, pour aller à la nage à l'hôtel qui est en face, la rive en face. Et donc, tu vois, t'étais là, tu te dis, bon, super et tout. Donc, on se retrouve avec les chaussures de ville, les costumes, les machins, voilà. Et donc, on se dit, putain, il faut qu'on se dépêche vite de rentrer parce qu'on va les attendre sur l'autre rive et tout pour qu'ils puissent reprendre leurs affaires quand même. Et en fait, en allant essayer de les récupérer sur l'autre rive, on descend à l'hôtel, en fait, et derrière les piscines, il y avait un accès sur les pontons, pardon. Ouais. Et en fait, dans les transats, il y avait un couple. Et en fait, on arrivait, et on a vu des jambes et une tête, mais on se dit, mais c'est bizarre, c'est bizarrement positionné. Et en fait, il y avait un couple, dont il était peut-être 1h du matin.
Et en fait, il y avait un jeune monsieur qui était en train de faire un cuni à une jeune femme. Et nous, on est passé là, on a arrivé. C'est pas vrai. Mais si, mais le truc, c'est que c'était surréaliste cette scène. Donc nous, on arrive, on voit des jambes et une tête, on se dit, mais c'est pas dans la bonne position. Après, on fait, wow. On se dit, putain. Donc, mais il y a des gens qui ont chaud comme ça à ce point-là. Écoute, faut croire. Et en fait, on a passé, on les a passés comme si de rien n'était. On arrive sur le ponton, on voit pas nos collègues, on commence à paniquer, on se dit punaise, ils se sont noyés, il faut appeler la police, les pompiers, les machins, etc. Bref, non, ils étaient juste dans la deuxième piscine en train de dire ah non, ça fait longtemps qu'on est arrivé, on est en train de te piquer une petite tête. Donc, je pense que ça, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai avec elle. Parmi d'autres, en fait, c'était vraiment une femme qui était pleine de vie. Elle avait 34 ans, une petite fille de 8 ans. Mais en fait, ça m'a... Du coup, cette petite, elle se retrouve sans parents, quoi. Avec un papa, mais parce qu'en fait, la personne... mais il est condamné. Non, en fait, la personne... Donc, elle a eu sa fille avec quelqu'un d'autre. En fait, la personne qui l'a tué, c'est un petit ami en fait. D'accord. Et elle était avec son nouveau compagnon quand ça arrivait. Enfin, quand tu regardes dans les détails de l'affaire, tu te dis que c'est plus qu'un geste prémédité. Il faut savoir horrible. Que pendant des années, il l'a suivie, il l'a harcelée, il l'a battue. À un moment donné, elle n'était pas venue travailler pendant quelques jours en disant qu'elle se sentait pas bien, mais en fait, c'est parce qu'il l'avait tapée, alors qu'ils étaient déjà plus ensemble. Hein, donc, il suivait ses faits et gestes, elle avait déménagé, elle s'était mise sur liste rouge. Elle avait tout fait, en fait, pour justement éviter qu'il sache des choses sur elle, quoi. Donc voilà, et donc quand on a appris la nouvelle le matin, ça a été tout le bureau, en fait, disait « Ah, quoi, pardon ?» entre les gens qui pleurent, machin et tout. Donc, on nous a fait venir un psychologue au travail. Je pense que c'est la première fois que je parlais à un psy. Et c'est aussi ce qui m'a motivée après à faire une petite thérapie parce que je me suis dit... en fait, le psychologue qui nous a amenés au travail, je pensais même pas que j'allais pleurer parce que naturellement, je suis pas vraiment une pleureuse. Et je sais pas, j'ai à peine commencé à parler et j'ai pleuré pendant 45 minutes devant la dame. Mais tu m'étonnes, mais ça aurait été inhumain de pas pleurer, c'est trop vif, c'est trop... Ouais, mais tu sais, c'est trop, quoi. En fait, tu te sens triste, tu sais qu'il y a un truc, mais en fait, en plus, c'était au travail, tu vois, je me suis dit, j'aurais pu pleurer chez moi ou je sais pas quoi, mais au travail. Mais là, j'ai à peine ouvert la bouche avec la psychologue que, en fait, les vannes, elles étaient ouvertes. J'ai pas pu arrêter. Je me suis retrouvée à faire des câlins à un collègue avec qui je m'entends très, très bien hein, et qui fait encore partie de ma vie aujourd'hui, etc. Et on s'est retrouvés dans le couloir en train de pleurer comme deux pauvres cons, en train de se faire un câlin. Et à la fin, on s'est regardé, tu sais, genre... Bon, limite, genre, on n'en parle à personne, tu vois. C'est fini. C'est comme si c'était jamais arrivé. Donc, il y avait un peu cette ambiance un peu bizarre. Et après, on a fait une cérémonie d'hommage. On a fait plein de choses pour honorer sa mémoire. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment touchée parce que j'avais l'impression que ça arrivait toujours très loin. Même si, bizarrement, je savais que tout ce qui se passe très loin arrive toujours très proche de soi. Mais là, ça l'a vraiment... personnifié, en fait, ça l'a vraiment rendu palpable. Et donc, du coup, j'ai eu quelques mois où j'étais en panique totale. Je ne sais pas si mes proches se sont rendus compte à quel point j'étais paniquée. Tu vis seule, etc. C'est trop. Ouais, je vivais seule. Je pense que pendant le premier mois, je n'arrivais pas à dormir toute seule dans mon appartement. J'ai mon frère bonus qui est venu dormir avec moi parce que je n'arrivais pas. J'avais vraiment peur. Je fermais tout à double... En plus, ma porte, c'est une porte sécurisée. Enfin, il n'y a pas moyen... C'était vraiment une porte blindée. Hein. Ouais, il n'y a pas moyen de passer tout ça, mais tu rentres, tu fermes, tu prends pas 2 fois le même chemin. Dès qu'il y a quelqu'un qui respire un peu fort à côté de toi dans la rue, tu commences à te... Tu vois, un point où j'avais... En fait, tu te rends compte de l'insécurité, en fait, partout, Ouais.
je tenais Ça toujours amplifie mes tout clés. ça, ouais. Ah ouais, mais Ouais. jusqu'à présent, quand je rentre un peu tard ou quoi aux caisses, je tiens toujours mes clés. Parce que je me dis, si jamais il y a quelqu'un qui veut m'agresser, je sors ma main de la poche, je te mets un coup de clé dans la face, quoi. Enfin, c'est un truc... Ouais. En fait, Tous ces ça petits mécanismes là de se dire Ouais. voilà il est tard mais je vais appeler quelqu'un comme ça s'il m'arrive Ouais. quelque chose Ouais. je suis pas complètement seule. Ouais, que C'est, quelqu'un puisse dire rapidement, je dis ouais, je suis à tel endroit, je suis en train de rentrer comme ça, que je sois en voiture, à pied, dans le métro, Voilà. peu importe. J'ai soit toujours quelqu'un au téléphone, soit j'envoie toujours un texto juste avant que je parte, comme ça il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas un truc de fou. Et pendant un moment, je partageais ma position avec des potes, donc ça, je le fais plus. Mais c'est vrai que je me suis... En plus, je suis un petit modèle. Donc, même si je ça a fais de la vraiment boxe... chamboulé tes habitudes, quoi. Ouais. Même si je fais de la boxe, la façon dont je peux faire confiance à un homme... tu vois, j'ai l'impression que j'ai des alertes beaucoup plus... sur la façon de parler d'un homme ou des trucs comme ça, je me dis, ça va mal tourner. Tu vois, il y a une vidéo qui tournait récemment sur les réseaux qui a fait débat, en fait, d'un mec qui, pour blaguer, pousse sa copine ou lui fait des croche-pattes. J'ai bien vu cette vidéo, ça m'a vraiment inquiétée. Hein. Et en fait, moi, je me dis, mais à quel moment, en fait ? À quel moment tu trouves où est la ça limite, drôle ? en fait, ouais. Et parce qu'après, dans les témoignages chez lui, il y a beaucoup de femmes qui disaient, ben oui, en fait, moi, ça a commencé avec mon copain et au bout de 3 ans, il mettait des baffes, il mettait des poings, des machins, etc. Donc, tu vois, c'est toutes ces petites choses. Même mon rapport aux hommes a changé par rapport à ça. Parce que du coup, je me dis, elle, c'est un homme qu'elle a aimé. Elle s'est sentie à un moment donné en sécurité en face de lui, avec lui. Ouais. Et ça en a découlé. Et quand tu connais les détails de l'affaire, parce que à la limite, si c'était attaqué qu'à elle, mais comme elle était en garde partagée, il s'est décidé de s'attaquer à elle un jour où sa fille n'était pas là. Donc déjà, ça, c'est bien. Mais ça te montre à quel point il était malveillant. Il était déterminé, en fait, ouais. Ah ouais, il était plus que déterminé. Il a zoné près de sa nouvelle maison alors qu'il n'était pas censé connaître l'adresse. Il est parti acheter des choses qui lui ont servi par la suite dans les commerces à côté. Donc c'est comme si moi je viens chez toi, je descends en bas chez le quincaillier, je lui dis j'aurais besoin d'un marteau. Et le mec il dit oui bien sûr, prenez tel marteau. En fait c'est quand tu as le récit des heures qui ont précédé le truc et le récit de ce qui s'est passé après. Je panique. En fait tu te dis c'est... Je pense que même la prison à vie, c'est pas assez. Ouais. Je suis pas spécialement pour la peine de mort, mais je trouve que... Je sais pas, en fait. Pour moi, ça reste un mystère. Et ça reste quelque chose qui, je pense, m'a complètement changé dans mon rapport avec l'humain. Mais vraiment. Et ça, en fait, quand tu dis ça, je le vois, en fait, par exemple, quand on a des conversations du style... En fait, on a du mal à trouver un juste milieu entre être alerte et ne pas tomber dans la psychose et la peur tout le temps, en fait, tu vois. Ouais. Genre, on se dit qu'on prend certaines précautions, etc., quand on se promène le soir ou ce genre de choses. Mais demain, si toi, tu dis à quelqu'un, voilà, je vais aller à tel endroit, ce sera à 22h, et que la personne te fait une remarque, mais t'es folle d'aller à tel endroit à 22h, non mais tu sais ce qui peut t'arriver, et t'as pas envie de tomber dans ça. Tu vois, c'est agaçant d'entendre des personnes qui te disent mais c'est insensé pour toi de sortir à telle heure à tel endroit, alors que non, c'est pas insensé en soi. Tu as conscience des risques, mais c'est pas insensé en soi pour une personne adulte d'être dehors à telle heure. C'est vraiment dur de trouver le juste milieu entre tout ça en fait. Mais c'est vrai que oui, je l'ai vu, j'ai vraiment témoigné du changement par rapport à ça. Mais bon. Après, ça m'empêche pas de vivre, je continue de vivre, etc. Mais c'est... je le prends comme un grand signe de... Parfois, on est un peu trop à l'aise, il faut pas être trop à l'aise. Ouais, On peut pas être trop à l'aise. Dieu merci pour elle, pour son enfant, pour sa mémoire. Il a été arrêté, il a été condamné, etc. Parce qu'il y a des personnes... ce n'est pas le cas, il n'y a même pas de jugement, il n'y a rien du tout. Donc elle a quand même... On a un visage, on a un nom, on a un début, on a une fin. Elle est partie beaucoup trop tôt, elle avait 34 ans. Donc c'est pas un âge où... Enfin, c'est pas un âge pour... c'est pas un âge pour ça, quoi. C'est pas un âge pour mourir, c'est pas un âge pour... t'as une enfant qui grandit sans sa mère. Enfin, en plus, c'est une fille.
Donc, Elle aussi, bref. son rapport, il va être complètement imprégné de ça. Ouais. Ouais. Donc, et je sais ce que c'est de... Tu vois, parce que j'ai aussi une amie qui a perdu sa mère quand elle était jeune, tu vois, dans sa vingtaine. Elle a perdu sa mère suite à une maladie. Et je me dis, ben, moi qui commence à être une adulte, je commence à considérer que je suis une adulte maintenant. Je dis, ben, en fait, c'est incroyable d'avoir une maman. De pouvoir l'appeler. Et pourtant, moi, j'étais pas quelqu'un qui m'entendait très bien avec ma mère. J'étais pas fusionnelle avec elle du tout. Mais plus je vieillis, plus je m'entends avec elle, même si on peut être différente sur beaucoup de sujets, je me dis que j'ai quand même de la chance de pouvoir prendre mon téléphone, d'appeler ma mère et lui dire, mais en fait, maman, là, j'ai besoin d'aide sur ça. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et dans ma construction en tant que femme, à des moments où j'aurais pu... Et ça, je reviendrai là-dessus sur un autre moment qui m'a touchée, qui a fait que ça m'a impacté la personne que je suis aujourd'hui. Dans ces moments-là, je me dis, grandir avec sa mère, ça n'a pas de prix. En tant que femme. Complètement d'accord. Ouais. C'est une bonne conclusion. Je peux passer un moment marquant aussi pour moi. Y a aussi un décès dans mon récit. C'est un décès en fait que j'ai vécu quand j'avais 16 ans. Et en fait, ce décès, il m'a marqué en particulier en fait parce que c'est une de nos tantes qui était la meilleure amie de ma mère. Et elle est décédée en fait à la maison. Donc elle était là en train d'avoir une conversation avec ma mère en fait et elle a fait un AVC et ça a été fatal en fait. Et tu vois, comme tu disais, en fait, dans les souvenirs qui te marquent, tu te rappelles de chaque seconde. Et ben, je me rappelle en fait que la veille, c'était un moment d'euphorie. En fait, la veille, on avait organisé une fête entre ados. Et du coup, sa fille, donc ma cousine, elle était venue à la maison. Elles avaient dormi à la maison, etc. Et le lendemain, sa mère venait la chercher, quoi. Mais comme c'était les pires potes, quand elle venait la chercher, elle passait toute la journée à la maison avant de rentrer. Et nous, on était dans la chambre en train de débriefer sur la soirée qu'on avait passée, à parler de qui a vu qui a dansé avec qui, etc. Et je me rappelle exactement de la chanson qui passait. Et en fait, on écoutait la musique tellement fort, on a eu l'impression d'entendre crier, tu vois. Et on s'est dit, mais machin, il y a quelqu'un qui nous appelle. Et on a encore entendu hurler. Et en fait, on a couru au salon, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'est rendu compte que c'était ma mère qui hurlait en fait parce qu'elle paniquait et ma tante faisait un AVC en fait. Et à ce moment-là, on a appelé, tu vois, toutes les réactions possibles. On a appelé les pompiers. Ma cousine, elle était formée en tant que secouriste, donc elle a eu tous les bons gestes, etc. Il fallait juste que les pompiers arrivent. Et en fait, ce jour-là, on est persuadé en fait qu'on l'a perdu parce que les pompiers sont arrivés trop tard, tu vois. Je pense qu'ils sont arrivés plus d'une demi-heure après notre appel. Et en fait, on nous a demandé de tous partir de tous quitter en fait le salon. Et je me rappelle en fait de ce moment où pendant... En fait, je sais pas combien de temps ça a duré. Je sais pas si ça a duré 2 minutes ou 1 heure, mais j'ai l'impression que pendant tout ce temps, en fait, on les entendait en train d'essayer de la réanimer, etc. Et tout le monde dans la chambre était en train de prier. Et en fait, comme je t'ai dit, comme c'était un lendemain de fête, on était combien? On était peut-être 10 personnes dans la chambre en train de... 10 adolescentes là, tout entassées en train d'essayer de... On se disait, il faut qu'elles s'en sortent, en fait, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Donc on était toutes là à prier intensément, à se dire, il faut qu'elles s'en sortent. Et en fait, je me rappelle que pendant qu'on était toutes en train de prier comme ça dans la chambre, on a entendu... Tu sais comment les mamans, elles pleurent pendant les décès, pendant les matangas. On a entendu une maman qui a hurlé et on s'est dit, oh, putain, c'est fini. Ouais. C'est fini. Et on a couru au salon et puis comme on l'imaginait, en fait, les pompiers étaient en train de dire, je suis désolée, on l'a perdue et tout, c'est trop tard, machin. Et elle était là, en fait, dans le salon. Et en fait, tu te rends compte que la vie, vraiment, elle tient à rien, en fait. Elle tient à rien du tout. T'as aucun signe de ce qui peut arriver. Tu sais, il y a des morts que tu vois venir, mais il y a des moments, c'est tellement foudroyant, en fait, tu comprends pas. Et puis comme et ça m'a vraiment fait... ouais. Il y a quelqu'un qui était formé, en fait, au premier secours. Donc, ça arrivait, il y a quelqu'un qui a fait les premiers gestes tout de suite.
En même temps, C'est c'est ça. une chance parce que c'est ce qu'on se dit souvent. On se dit souvent que si j'avais su faire un massage cardiaque, si j'avais su faire ci, ça, Voilà. ça. Mais là, il y avait quelqu'un qui savait le faire. C'est ça. Donc, en fait, c'est ça qui nous a vraiment fait le plus mal, en fait, c'est que il n'y a pas eu de manquement, en fait. C'était une question de timing, en fait. Il fallait qu'ils arrivent avant. Et après, on n'était pas dans une colère envers eux, etc. Parce qu'on sait je comprends l'urgence qu'il y a dans un métier de pompier. Je comprends qu'il y a d'autres urgences, il y a d'autres instances qui sont demandées ailleurs. Mais sur ce moment-là, on était juste en train de se dire, il nous fallait juste quelques minutes, en fait. On avait juste besoin de quelques minutes et ça aurait complètement changé le cours de cette journée. Et j'oublierai jamais, en fait, la façon dont je voyais ma cousine, en fait, qui était en train de pleurer sa mère. Enfin, elle était là, elle était dans les bras de sa mère, sans vie, et elle était en train de l'embrasser, et toi, elle lui disait, mais non, maman, non, tu vois quelqu'un qui est seulement en train de pleurer. C'est comme si elle était redevenue un bébé. Elle pleurait sa mère, et elle l'embrassait, elle la tenait, enfin, elle voulait pas la lâcher, quoi. Et on était toutes effondrées, mais d'une manière. Et ce jour-là, j'ai vraiment vu ma mère, mais genre, j'ai cru que ma mère aussi, elle allait perdre vie, quoi. En fait, au moment où ils ont évacué le corps, etc., ma mère, en fait, elle est partie dans la chambre. Elle s'est jetée sur son lit et c'était fini. Personne ne pouvait la bouger, on pouvait rien faire. Tu pouvais rien lui dire, elle nous entendait plus. Elle était vraiment, mais elle était effondrée. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'elle s'en est pas remise. Vraiment, parce que même la manière dont elle vit avec les enfants de ma tante défunte, c'est ses enfants, tu vois. Pour elle, il n'y a pas de... tu peux pas lui dire que ce sont pas ses enfants, ce sont ses enfants. Les enfants qu'ils ont eus, ce sont ses petits-enfants. Elle est tout le temps là dans leur vie, elle fait toujours en sorte d'avoir tout le temps des news, de savoir tout ce qui se passe dans leur vie. Enfin, elle est trop impliquée. Donc c'est un de ces moments, en fait, ça a tout chamboulé, en fait, par rapport à l'endroit où on vivait, en fait. Parce que tu te dis, il s'est passé telle chose, et le lendemain, on est censé tous reprendre nos vies comme si de rien n'était. Enfin, tu sais, tu dois continuer à aller à l'école, les parents ils doivent retourner au travail, etc. On fait comme s'il n'y a pas quelqu'un qui était mort là, dans ce salon, en fait. Ouais. Et je me rappelle aussi, par rapport à cet événement, en fait, je pense quelques semaines après, il y a un de nos oncles qui est pasteur, qui était venu avec de l'eau bénite, etc. Et on avait fait un temps de prière, etc. dans le salon, parce qu'en gros, ils disaient, oui, vous comprenez que c'est un événement très grave qui s'est passé ici, on ne peut pas continuer à vivre dans cette maison comme si de rien n'était. Et donc, et c'était passé tout ça, en fait, et c'était vraiment spécial. Pour nous, ça a marqué un tournant, je pense, dans notre famille, parce que la façon dont on vivait nos foi respectives, elle a été complètement chamboulée à partir de ce jour-là, tu vois. J'ai une de mes sœurs qui était je pense qu'elle était clairement athée pendant un temps. Pour elle, c'était inconcevable, en fait. Elle se disait, non, en fait, notre tante, c'était un être tellement pur. Elle est partie, je pense qu'elle avait 43 ans, tu vois. Et elle se dit, c'était un être tellement pur, je peux pas comprendre comment cette personne-là, elle peut mourir. Comment elle peut mourir et il y a d'autres monstres qui sont encore en vie. Et à ce moment-là, ça avait chamboulé sa foi. Et moi aussi, ça m'avait fait remettre tellement de choses en question que je pense que ce jour-là, il a clairement impacté ma foi. Il y a des choses que je pouvais pas entendre, tu vois. Entendre des trucs du style, oui, mais les plans de Dieu, ils sont impénétrables. Elle est avec les anges maintenant, etc. Je me disais, mais non, mais elle a pas besoin d'être avec les anges. Elle a 2 filles ici qui ont besoin d'elle, tu vois. Il y en a une qui venait à peine d'avoir 18 ans. Elle a des enfants, quoi. C'était vraiment marquant. Et ça a rangé vraiment... En fait, ça a terni tous les souvenirs qu'on a pu avoir dans cette maison. C'est vraiment la maison dans laquelle on avait grandi. Du moins, dans laquelle j'avais grandi, parce qu'on a emménagé là quand j'étais très petite. Et en fait, j'en ai encore des souvenirs positifs, hein, mais dès que je repense à cette maison, c'est ça que je vois. Et quand mes parents ils ont décidé de déménager, on était vraiment soulagés. On leur a dit, mais je pense que ça va vraiment vous faire du bien. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai plus jamais vu cet endroit comme il était. Ça change tout. Et puis même pour ta mère et pour vous, tu sais ce que c'est de grandir avec quelqu'un. Je sais pas depuis combien de temps elle la connaissait, mais tu grandis avec quelqu'un, avec des enfants du même âge, etc. Donc elle vivait les mêmes choses en même temps, en fait. Et c'était trop. Faudrait que j'en reparle avec ma mère, d'ailleurs. Parce que vraiment, j'ai l'impression que depuis cette perte,
je pense qu'elle a jamais réussi à combler ça, en fait. Je l'ai jamais vue aussi proche d'une autre femme, en fait, de cette manière. Ouais. Et c'est horrible, tu vois. Ça me fait mal, en fait, de dire elle a vraiment perdu... Elle a perdu une sœur. Ouais. Ce jour-là, ouais. Ça me permet un peu de faire le lien avec mon souvenir qui suit, parce que c'est... en fait, j'ai une amie proche qui a été malade pendant un temps. Et c'est vraiment une amie avec qui j'ai grandi. C'est ma sœur, ma cousine, mon amie. C'est tout en même temps. Et en fait, ça arrivait à une période où il y avait des personnes de mon âge qui avaient des cancers. Et je me dis, mais en fait... Et des types de cancers que tu n'as pas à cet âge-là, en fait. Et donc, elle était très malade. Et en fait, ça m'a quand même beaucoup touchée, parce que je me suis dit, en fait... Mais si elle meurt, qu'est-ce que je fais après ? Ouais. C'est tout le long tout le long. Et bon, la chance que j'ai par rapport à elle, c'est que c'est une personne qui est très positive et machin. Elle a dit, ouais, non, t'inquiète, ça va aller et tout. Mais tu te dis, ben oui, mais en fait, quand tu regardes le truc, tu te dis, oui, tu peux avoir le mental. Parce que c'est vrai que quand t'as des maladies, le mental joue énormément. Parce qu'il y a des gens qui ont des cas moins graves, mais parce qu'ils n'ont pas le mental, ça va s'empirer. Moi, j'ai des parents qui ont travaillé dans le milieu de la santé, ça se voit beaucoup, en fait, que des choses où tu dis, bon, c'est une petite opération de routine, la personne n'a pas le mental, ça va pas. Et puis, tu as des moments où les opérations sont vraiment graves, où les sujets sont... Enfin, les maladies sont très graves, les personnes ont le mental, et tu as peut-être 5% de chances que ça réussisse, et puis ça réussit. Donc, il y avait ça, mais en parallèle, j'avais aussi un ami de lycée qui, lui, a eu je pense... Je dirais pas que c'est foudroyant, mais il a eu un cancer qui fait que, du fait qu'il soit jeune, était beaucoup plus agressif que s'il l'avait eu quand il avait 50 ans, et qui malheureusement est décédé. Et je pense qu'à tout casser, ça a duré 1 an et demi. Il en a jamais parlé à personne. Donc on a su qu'il était malade, c'était déjà la fin. Wow. Et donc tu te retrouves à cet enterrement où tu te dis, ben ouais, on a une trentaine d'années. Là, le mec dans un cercueil, c'est un mec qui a mon âge, quoi. Donc, c'est un truc où, moi, personnellement, il était de confession catholique, donc je n'ai pas pu aller bénir le cercueil. J'ai pas pu me lever pour aller mettre le truc. Je pouvais pas bouger. Et en fait, j'y suis allée avec ma mère. Et ma mère, elle me tenait, elle m'a dit, mais viens, on y va. Je lui ai dit, non, on reste là, on ne bouge pas. Je n'ai pas pu le voir dans son cercueil. Je ne sais pas de quelle couleur était le cercueil. Je ne voulais pas savoir. Je trouvais ça... En fait, c'était tellement insensé pour toi que... Ah, c'était trop dur. C'était beaucoup trop dur. Il y avait son... Ouais. En fait, lui et moi, on était dans la même classe. On était très proches. Et il est sorti, quand on était au lycée... Et en début d'année de fac, il sortait avec une fille qui est une de mes meilleures amies aujourd'hui, qui vit en Australie. Et ils sont restés ensemble pendant 4 ou 5 ans. Donc, tu sais, c'est ton premier amour. Et donc, ça nous a beaucoup rapprochés. Donc, on était un petit trio infernal. Moi, j'étais à l'internat. Donc, lui et moi, on était internes. Et elle était demi-pensionnaire. Donc, on était hyper proches tous les trois. On avait des petits surnoms, on se faisait des blagues. Enfin, on était toute une petite bande comme ça, un peu comme tu vois dans les séries américaines, quoi. Donc voilà. Et donc, elle était en Australie. Et en plus, je pense que c'était pendant le Covid. Et à l'époque, l'Australie était vraiment frontière fermée, impossible de sortir. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas pu venir pour l'enterrement. Donc, sa mère est venue. Donc, ils avaient mis un live pour les gens qui ne pouvaient pas assister et tout. Donc, elle a suivi le live. Et en même temps qu'elle suivait les lives, elle m'écrivait. Et elle m'a dit, mais tu vas aller au cimetière ? J'ai dit non, j'arriverai pas. Et aujourd'hui, je suis toujours pas allée au cimetière. Je n'arrive pas. Je pense que je pourrais m'effondrer de voir son nom, non. En plus, on a des anniversaires proches. Je crois que nos anniversaires... Enfin, c'est pas je crois, je sais, nos anniversaires sont à 4 jours d'écart. Ouais. Donc, c'est... Donc, tu vas y penser à chaque fois. En fait, à chaque fois. À chaque fois que c'est... Ça va pas rater. Ouais. Non, ça manque pas. Tu te dis, bah là, il aurait dû avoir autant.
là, il aurait pu faire ci. Donc, en fait, c'était une période un peu étrange parce que c'est 2 personnes qui sont très proches de moi, qui ont des maladies que normalement, à cet âge-là, tu n'as pas, mais que quand tu les développes à cet âge-là, c'est plutôt agressif, donc c'est très inquiétant. Dieu merci, mon amie, ma copine, elle s'en est sortie, tout va bien. Malheureusement pour lui, non. Mais tu vois, c'est un truc où tu te dis, mais là, j'en voulais à la terre entière, les OGM, les ondes, tout ça. Enfin, les perturbateurs endocriniens, tout ça, ouais. C'est la faute de tout. Alors, parce qu'après, tu commences à paniquer, tu te demandes, mais comment quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, parce qu'avant, on nous disait que le cancer, par exemple, tu l'attrapes parce que tu fumes, parce que, tu vois, il y a toujours un truc précis. Et comment autant de personnes qui ont des bonnes hygiènes de vie, en théorie, se retrouvent avec cette maladie, en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça, et sans forcément de prédisposition génétique ou des choses comme ça. Donc, en fait, ça faisait pas de sens. Et le truc qui m'a vraiment marqué, c'est que, pas que j'ai pas peur de la mort, mais en soi, voir un cercueil, ça ne me fait pas... Enfin, c'est pas... je vais pas être en stress, quoi. Mais là, je pouvais pas. En plus, je voulais y aller toute seule parce que c'était un petit peu loin, donc je voulais y aller en voiture toute seule. Ma mère m'a regardée, elle m'a dit, en fait, non, je vais venir avec toi. Tout le chemin aller, je pense franchement, heureusement qu'elle est là, je te jure. J'ai pas ouvert la bouche, mais vraiment pas. Et genre, sur le chemin en retour, je pense qu'il y a un de mes oncles qui a appelé ma mère pour lui dire un truc. Il a dit, je vais parler à Ornella. Ma mère, elle a dit, Ornella, tu veux lui parler? J'ai dit, non, faut pas parler. Donc, je pense que j'ai passé 24 heures sans dire un mot. Ouais. C'était... Tu m'étonnes. Mais je trouve vraiment que c'était injuste parce que, pareil, c'est pas parce que c'était mon ami, mais c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui avait un grand cœur. Quand tu connais l'histoire de sa famille, la façon dont lui, il était, c'était une famille un peu vieille France, on se mélange pas trop, tu vois, on est entre nous, etc. Mais quelqu'un de tellement ouvert sur le monde. Tu sais, c'est un peu l'électron libre, quoi. Ouais. Il venait d'un milieu hyper vieille France, hyper catho, sans renier le milieu dont il venait, mais tu vois, c'est quelqu'un qui était curieux de l'autre et et c'était pas malsain, en fait. Il avait un goût pour la vie, voilà. Et c'est quelqu'un, tu peux rester des heures à parler de tout, autant de trucs hyper sérieux que de bêtises, et tu fais tout ça posé autour d'un verre, à discuter pendant des heures, à se dire putain, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, franchement, faut qu'on fasse des efforts pour se voir plus, faut vraiment et tout, et voilà. Et ça, à l'âge adulte, c'est fatal, cette phrase. Ouais. Quand tu perds quelqu'un, c'est fatal de te dire, on était toujours en train de se dire ça, et au final, on l'a pas fait, enfin, c'est... Ouais, parce que tu penses toujours que t'as le temps. Toujours. On pense toujours qu'on a le temps, et maintenant, je peux être fatiguée comme pas possible, mais j'essaye vraiment le maximum de rien repousser. Vraiment. Ouais. Donc, je note ça aussi, c'est vraiment important. Ok. Moi, il y a un autre souvenir que j'ai, du coup, c'est avec ta maman, tu vois, pour faire la transition. C'était il y a quelques années, quand on a décidé de s'installer en Angleterre. Et en fait, je me rappelle que le jour où nous, on était censés prendre la route et vraiment partir, ma belle-mère, elle n'était pas censée être en France, en fait. Je pense qu'elle a voyagé un peu avant nous. Donc, elle n'allait pas être là pour nous dire au revoir. Et en fait, on faisait des blagues là-dessus parce qu'on se disait, écoute, on connaît cette femme. Si elle est là le jour de notre départ, on ne va jamais partir. Parce qu'elle va rester là, elle va nous regarder à chaque étape, elle va nous suivre, elle va dire, ça va? Ok. Puis on va faire des grands discours, elle va nous donner des grands conseils avant de prendre la route. Et en fait, on ne va jamais prendre la route parce qu'on va rester là, on va se regarder, on va faire des câlins, tout le monde va pleurer, etc. Enfin, c'est impossible, quoi. Et ce qui fait qu'un jour, au hasard, comme ça, avant qu'elle voyage, on s'était juste posé et on s'est dit, faisons un petit bilan de notre départ, en fait. Et en fait, comme ça, sortie de nulle part, elle a commencé à me raconter, en fait, ses premières années, les premières années de sa vie de couple et les premières années du mariage, en fait. Et en me racontant tous ces moments, en fait, j'ai vu qu'elle commençait à avoir les larmes aux yeux, etc. Et puis elle me disait, ça va vraiment vous faire du bien de partir, en fait. Et en fait, pour préciser,
pour vraiment bien mettre le contexte, en fait, mon mari, c'est un fils à maman, tu vois. Sa mère, c'est sa mère, quoi. C'est sa pire pote. Donc, le fait de partir déménager dans un autre pays, c'est comme si je lui arrachais son gars, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le voyais et tout. Enfin, elle était contente, mais tu voyais qu'il y avait une sorte de... Il y avait un pincement au cœur, quoi. Mais ce jour-là, c'était vraiment... Je sentais que c'était complètement sincère et qu'elle était vraiment heureuse, en fait, qu'on fasse ce nouveau départ. Et elle a vraiment insisté en disant, je suis vraiment heureuse pour vous, je pense que ça va vous faire énormément de bien. Et puis elle me disait, tu sais, parfois pour vivre heureux il faut vivre caché, et je pense que ça va vous donner un nouvel élan, etc. dans votre couple, ça va vous souder, c'est bien qu'il n'y ait pas d'interférence entre vous, etc. Puis tu sais, elle me disait tout ça, et d'un coup je la vois, elle commençait à essuyer des larmes et tout, j'étais là, mais et avant, si tu commences à pleurer, moi aussi je vais commencer à pleurer, mais et c'était vraiment un moment, tu vois, c'était inattendu, en fait. Moi, j'étais persuadée que le jour où on allait se dire au revoir, je savais qu'on allait pleurer, c'est bête, tu vois, mais je savais qu'on allait pleurer parce que avant notre départ, je la voyais quasiment tous les jours. Ouais. Donc c'était sûr que ça allait nous faire un choc de quitter le pays. Donc j'attendais ça, mais là, en fait, on était vraiment en train de prendre notre café à deux, on discutait, et puis elle commençait à me sortir toutes ces choses, et puis elle s'est mise à pleurer et tout, et elle me dit, non, mais en fait, je suis vraiment heureuse que tu sois entrée dans la vie de mon fils, en fait. Tu lui fais vraiment du bien, et je suis heureuse pour vous. Et elle me disait tout ça, j'étais là. Donc on était là, deux idiotes à pleurer sur notre café le matin. Un café aux larmes, s'il vous plaît. T'as vu, un café bien salé. Mais ce moment, il m'a tellement marqué parce que je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, je sais que quand nous, on avait annoncé qu'on allait quitter la France, il y a beaucoup de gens, en fait, qui avaient l'impression qu'on blaguait, tu vois, parce qu'on aime bien parler des projets qu'on a, etc., mais ça veut pas forcément dire qu'on va les concrétiser. Mais le jour où on disait vraiment aux gens, en fait, si, on va partir. Si, fin de l'année, là, on est parti. Et j'avais des gens qui étaient vraiment en train de se dire, sérieusement, mais vous allez faire comment? Mais vous allez faire truc? Mais est-ce que t'as trouvé du travail? Est-ce que t'as fait ci? Est-ce que t'as fait ça? Et c'était la première fois, en fait, que je voyais quelqu'un, un adulte, on va dire un adulte que je considère, dont je considère la vie, qui me disait clairement, vas-y, en fait, je te fais confiance, tes yeux fermés. Je sais que ça va bien se passer, tu vois. Et ça m'a vraiment apaisée, en fait. Ça m'a vraiment apaisée, ce qui fait que une fois que je suis arrivée ici, même quand il y avait des moments difficiles, des coups durs, je me disais, non, mais ça va aller, en fait. Ça va aller parce que ta daronne, elle a dit, c'est bon, ça va bien se passer. Puisqu'elle a dit, ça va. Tu vois? Je me disais, non, ça va aller. Et même limite, des fois, je me mettais la pression. Je me disais, mais attends, elle m'a déjà dit que quand elle va venir nous voir à Londres, elle veut faire ça, ça, ça. Il faut que je trouve de l'argent, en fait. Et j'ai pas le choix. Parce que sinon, comment je vais les recevoir? Donc, je me mettais vraiment des pressions dans ce sens-là. Je me disais, non, si elle a dit qu'elle y croyait, c'est que ça va bien se passer. Et elle avait raison. Franchement, elle avait trop raison. Ça nous a fait tellement de bien. C'est fou. Et ouais, ça m'a fait, en fait, ce moment-là, en fait, je l'oublierai jamais parce que ça fait partie des moments, en fait, qui m'ont fait réaliser que la relation que j'ai avec ma belle-mère, elle est unique, tu vois. Et quand je dis unique, c'est vraiment genre, si mes belles-sœurs, vous m'écoutez, là, si vous m'écoutez, sachez que ma relation avec cette dame, elle est unique. Parce que moi, je me rappelle, il y a des moments où on a eu des hauts et des bas où je lui disais, ouais, tu sais, moi, je trouve que quand je suis entrée dans la famille, j'ai subi beaucoup de tests, etc., beaucoup de pics, etc., comme si on voulait vraiment être sûr que j'étais là pour de bonnes raisons, etc. Et je lui ai dit, ouais, et quand les autres femmes, elles sont rentrées dans la famille, vous avez été très light, vous avez été très doux avec elles. Et je lui disais, ouais, j'oublierai jamais ça, moi, vous m'avez fait souffrir et tout. On avait eu trop de discussions comme ça. Et ce jour-là, c'est comme si elle me disait, non, mais t'as raison et tout. T'as raison, en fait, il y avait pas lieu. C'est toi, c'est toi, Mago. Laisse tomber. Non, mais c'est trop ça. Et en fait, ça fait vraiment partie des moments qui me font comprendre que, tu vois, on peut me dire ce qu'on veut sur les préjugés, sur les rapports belle-mère, etc. Mais moi, jusqu'à maintenant, je le dis, en fait, quand je parle avec des gens, par exemple, si je rencontrais des collègues et je leur dis, ouais... Je pense que j'avais un collègue, je lui avais dit, oui, mais mes beaux-parents, ils vont venir à la maison et tout en week-end. Ils étaient là, oulala, attention, hein, bon courage, les beaux-parents, c'est compliqué. Je lui ai dit, non, c'est compliqué pour toi, peut-être. Franchement, je lui ai dit, c'est compliqué pour toi, peut-être, mais moi, ma belle-mère, c'est ma mère. Et c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, mais ça fait partie des moments qui m'ont fait comprendre que la relation que j'ai avec elle,
c'est ma daronne, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça. Et je suis trop reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Donc c'était sûr qu'elle allait faire partie d'un des moments forts de ma vie, parce que je sais que il y a plein de choses qu'elle m'a dites, en fait, qui m'ont aidée à réfléchir au genre de femme que j'ai envie d'être. Et pour finir sur la sagesse de ma mère biologique, quand elle a rencontré mes beaux-parents pour la première fois, en fait, ma mère, elle est toujours comme ça. Elle dit pas grand-chose, mais un jour, comme ça, sortie de nulle part, elle me sort toute une tirade et après, elle parle plus. Donc, elle les a rencontrés, elle m'a rien dit le lendemain, elle m'a rien dit le jour d'après, mais peut-être un mois plus tard, comme ça, sortie de nulle part, elle m'a dit « J'aimerais vraiment que tu te rapproches de la mère de ton fiancé. » Elle a dit « Je vois que c'est une femme qui a beaucoup de sagesse, elle va beaucoup t'apprendre dans la vie, donc rapproche-toi d'elle. » Et elle a pas menti, elle a grave pas menti. Et après, c'était fini. C'était fini. Ouais. Laisse tomber. Puisqu'on est en train de parler de la personne qui m'a enfantée et de relations Encore entre belle-mère, moi j'ai vécu une relation qui est allée au mariage. Et dans le même temps où toi t'es rentrée dans notre famille, j'ai vu comment ma mère traitait ses belles-filles, pas seulement par rapport à ses fils, mais même par rapport à mes cousins, etc. Et quand moi, je comparais par rapport à ce que moi, je vivais, si tu regardes de loin, tu as l'impression que c'est la même chose. Mais quand tu mets tes lunettes de vue de près, tu te dis, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Attends, t'étais dans quelle phase avec cette dame? Avec cette dame, j'étais dans la phase de... Bon, au début, on est petits copains, petites copines. Et ensuite, on est dans une phase de, ah ok, ça avance. Après quelques années, et tu te dis, bon, là, on va faire les choses bien, on va faire les choses comme chez nous, on va déposer... Enfin, on va partir sur des fiançailles, on va organiser un mariage, etc. Tu vois. Donc, c'était vraiment... En fait, c'est la personne où je suis partie m'asseoir avec mon père et lui dire, papa, je pense que je vais me marier. En sachant que dans ma maison, je n'ai jamais parlé de mariage. Donc, ma mère était choquée, mon père était choqué. Donc, zéro choc, tout va bien. Donc, tu vois, ma mère me voyait vivre, elle me dit, je sais pas si c'est un truc qui l'intéresse, je sais pas si... Et comme elle sait très bien qu'il faut pas trop me brusquer, donc elle osait pas poser la question, elle sondait un peu, mais tu vois, je lui disais, écoute, j'en sais rien, je sais pas... Tu vois, j'avais pas d'idée précise par rapport à ça. Tu vois, j'étais pas de ces filles qui disaient moi, je vais me marier à tel âge, je vais avoir une robe comme ça, j'aurai telle chose. Ça, en grandissant, ça faisait pas partie des choses que je disais. Donc, le jour où je suis partie la voir en me disant non, mais je pense que c'est ma personne, on va se marier. Ma mère m'a regardée. Elle a dû se dire, mais qui est cette personne? Je veux la rencontrer. Moi, j'avoue que j'étais trop relou avec toi quand tu m'as dit, ouais, il y a quelqu'un dans ma vie. Je dis, ouais, ok, on le voit quand? Je suis prête. Non, mais c'est vraiment ça. Enfin, il est venu chez mes parents, sauf que moi, je ramène pas des gens chez mes parents. Donc, il est venu chez mes parents. On est d'accord. Il s'est assis à table avec mes parents, on a mangé. Mon père a même fait un cadeau très spécial pour cette personne et je connais mon père et le symbole que porte ce cadeau dans notre famille, c'était vraiment genre, je me suis dit donc vraiment ils ont intégré le truc, c'est bon, tu vois, au point où à chaque fois qu'on venait, ma mère elle faisait des courses pour lui, moi on s'en fiche. Elle dit oui, mais il aime bien ça, donc je vais lui acheter ci, je vais acheter ça, et puis je vais préparer ci. Donc tout ce qu'il mangeait, tout ce qu'il buvait, c'était plein. Il y en avait partout. On avait intégré que cette personne, elle existait et qu'il fallait qu'elle rentre dans nos existences, quoi. C'était fini. Voilà. C'était vraiment fini. Et en contrepartie, en face, c'est pas que j'étais maltraitée, parce que c'est pas le cas, j'étais pas maltraitée, mais tu sentais la différence de traitement entre moi qui suis censée entrer dans la famille et les enfants biologiques. Parce que j'avais l'impression que ma mère ne faisait pas comme différence entre les gens qui rentraient et nous-mêmes, ses enfants. Même si, tu vois, elle peut avoir un peu j'allais dire du favoritisme, même si c'est pas vraiment ça, mais parce que, tu vois, chez nous, quand quelqu'un vient à la maison, on a envie que cette personne soit à l'aise. Donc, même aujourd'hui, quand je reçois des gens, moi, je ne bois pas de rhum, mais tu peux être sûr que chez moi, il y a du rhum, il y a du whisky, il y a du vin, il y a du champagne, il y a machin. Parce que je ne sais pas ce que tu vas boire, mais je ne veux pas être prise au dépourvu où tu me dis, moi, je bois du tonic et j'ai que du Fanta à te proposer. Jamais. Donc, j'ai vraiment plein d'options possibles. Et en fait, tout ça pour dire que
cette relation n'a pas été jusqu'au mariage et j'ai eu une conversation avec ma belle-mère un peu de temps après qu'on ait rompu, parce que finalement on était invités à un mariage, etc. Enfin, il y avait tout un truc, et donc c'était l'occasion aussi pour parler. Et puis elle m'a dit beaucoup de choses, elle me disait beaucoup de choses, mais vraiment quand tu l'écoutes c'est de ma faute, et je comprends parce qu'elle va forcément prendre la défense de son fils. Mais en fait je lui ai renvoyé 2-3 petites choses, petites phrases, petits pics, et je lui ai répondu avec toute la diplomatie et dans un grand sourire comme ma mère m'a bien élevée, que globalement ils devaient tous aller se faire foutre, et qu'à aucun moment donné elle m'a considérée comme sa fille et elle m'a traitée en tant que telle, et qu'elle ne m'a jamais protégée comme une mère protège son enfant, et que si elle s'était comportée, si quelqu'un se comportait avec sa fille comme elle s'est comportée avec moi, je pense qu'on n'aurait pas cette conversation aujourd'hui. C'est donc, vrai. Parce qu'en fait, et bastos, c'est là aussi, bastos. Franchement, mais en plus tu vois, genre j'étais en train de lui parler dehors. Et tu vois, il y a des gens qui passaient, qui voyaient. Ma mère, à un moment, est passée. Elle m'a dit, oh, je connais ma fille, la position dans laquelle elle est, là, la façon dont elle parle. C'est un truc... c'est la bagarre. Non, mais en fait, ça fait elle te connaît trop bien. Non, mais en fait, ne serait-ce que chez nous, en fait, tu appelles pas un adulte par son prénom. Tu mets toujours... par exemple, toi, mes parents, tu les appelles papa et maman. Mais tes sœurs et tout, ils appellent tonton, tantine. Enfin, il y a toujours un minimum de respect que tu mets vis-à-vis d'eux. Et donc, comme c'était quelqu'un de la même origine que moi, ma mère m'a toujours dit, ça va devenir tes parents. Donc, même si tu n'es pas encore à les appeler juste papa et juste maman, tu dis papa un tel, maman une telle. C'est important. Ma mère m'a toujours dit, écoute, même si elle dit ça ne sera pas naturel au début, mais force-toi jusqu'à ce que ça devienne naturel. La même façon dont tu te comportes avec nous, tu dois te comporter avec eux. Donc, si bien que moi, aux anniversaires, je pensais toujours à faire un petit cadeau. Si je ne pouvais pas faire un petit cadeau, je faisais un gâteau, j'organisais quelque chose. Si elle avait besoin de moi, je me proposais toujours. Enfin, parce que je me suis dit, en fait, dans ma famille, je suis comme ça. Donc, je vais faire la même chose. Et je pense qu'à ce mariage-là, parce que c'était un mariage de gens qu'on connaissait tous, et ben, je suis arrivée, mais je ne les ai pas appelés papa et maman, je les ai appelés tonton et tantine. Parce que pour moi, c'était fini, en fait. C'est fini, voilà, on n'a plus le même rapport. Voilà, mais mon ex-beau-père m'a regardé, il m'a dit « Alors tu m'appelles tonton maintenant ?» J'ai dit « Bah oui, mais je devrais vous appeler comment ?» Tu vois ? Et c'est tu vois, et là, tout le monde se regarde avec la tête penchée, genre Non, mais tu vois, alors je dis pas que j'étais toute blanche dans cette relation, parce que j'ai mes torts aussi, je suis capable de le reconnaître après quelques années, et même à ce moment-là, j'étais capable de reconnaître mes torts. Moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est la différence de traitement. Parce que les conseils qu'on me donnait, enfin, tout bêtement, j'étais plus jeune, hein, j'avais 25 ans, 26 ans, donc tout bêtement, chez nous, on ne dort pas chez sa belle famille comme ça. Surtout s'il n'y a rien qui a été fait, je ne vais pas prendre mes affaires et partir en week-end dans ma belle famille juste gratuitement comme ça. Mais par exemple, mon ex-belle-mère me disait oui, bah, tu peux venir dormir à la maison. J'ai dit, mais maintenant, est-ce que tu donnerais ce conseil-là à ta fille ? Parce que chez nous, il y a tout ce truc aussi, hein, on protège nos enfants, on ne fait pas n'importe quoi, etc. Bon. Exactement. Exactement. Et quand c'est pas les tiens, ben d'un coup tu te dis non, ça va, tu peux faire. Voilà. C'est grave. Je me dis heureusement que je suis têtue et que j'ai un sale caractère sur ce point-là, parce que à chaque fois qu'on m'a dit oui mais tu peux, j'ai toujours dit non. Parce qu'après c'est des choses qui se retournent facilement contre toi. Et ça c'est culturel et je vais pas non plus rentrer dans tous les détails et tout expliquer, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, cette conversation-là, ma mère, je lui ai relaté la conversation. Elle en a eu écho aussi derrière parce que ça a fait grand bruit dans les campagnes. Mais elle m'a dit, mais ma fille, elle n'a pas été impolie, en fait. Enfin, je n'ai jamais attaqué leur personne. Je leur ai juste dit, moi, l'éducation que j'ai reçue, c'est celle-ci. Pendant toutes ces années où j'étais avec votre fille, je me suis comportée en fonction de l'éducation que j'ai reçue. Vous attendiez des choses de moi, mais c'est pas à sens unique, en fait. C'est pas à sens unique. Vous avez un niveau d'exigence et vis-à-vis de moi que vous n'aviez pas vis-à-vis d'autres personnes, parce que
ses frères sortaient avec des personnes qui n'étaient pas congolaises, donc soudainement c'était beaucoup plus facile. Ces filles-là n'avaient pas besoin de comprendre leur langue maternelle, ces filles-là n'avaient pas besoin de faire à manger, ces filles-là n'avaient pas besoin d'être habillées d'une certaine façon. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc où tu sentais clairement la différence de traitement entre moi et les autres. Tu sentais qu'on en attendait moins d'elles ou un truc comme ça en fait? Ah oui, alors le basique. Mais vraiment, elles disent bonjour, elles sont gentilles. Elles respirent, super. Ouais, voilà. C'est des êtres humains. Oh, super, ça va. Waouh. Moi, on m'a challengé sur le fait que je parle le lingala. On m'a challengé sur le fait que je parle mon autre langue maternelle qui est le kikongo en me disant mais c'est pas possible, tu ne sais pas parler cette langue. Je dis bah si, je sais parler un petit peu, pas beaucoup, mais je comprends, mais voilà. Donc on m'a challengé sur ma façon de préparer un des plats nationaux de chez nous. On m'a dit attends, mais parenthèse en plus, on est d'accord que le gars en question il parlait même pas lingala, non? On est d'accord. Mais ça, ce n'est qu'un détail. L'audace. Ce n'est qu'un détail. Les diables est dans les détails. Donc, tu vois, on m'a vraiment challengé sur des choses où en fait, avec le recul, je me dis, à chaque fois que j'y allais, c'était un examen de passage. C'était un examen de passage. Et c'est pour ça que je te dis, quand je voyais comment ma mère se comportait vis-à-vis de toi et des autres belles-sœurs, et comment je voyais comment mon ex-belle-mère se comportait vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres, je me disais, non, mais il y a une couille dans le pâté. C'est pas normal. Et d'autant plus, comment je voyais comment elle se comportait avec sa fille. Bien sûr, elle était plus jeune, sa fille. Mais quand je voyais comment elle se comportait vis-à-vis de sa fille et vis-à-vis de moi, je me dis, en fait... Et c'est comme ça que c'est une blague. C'est comme ça que la dernière conversation qu'on a eue, c'était vraiment... Si le conseil que vous êtes en train de me donner maintenant, parce que on s'est vu, on a discuté, il y avait encore une possibilité de réconciliation avec cet homme. Hein. C'était pas... C'était fini, mais tu sais, c'est le fini où t'es un peu... Vous avez passé tellement de temps ensemble que... Allez, on est dans la force du dernier espoir, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, cette conversation que j'ai avec sa mère à ce moment-là, elle me donne un conseil. Et là, pour vraiment clore la discussion, je la regarde, je lui dis, en fait, si le conseil que vous me donnez maintenant, vous le donneriez à votre fille, alors oui, je veux bien le prendre. Mais si, là, vous me regardez dans les yeux et vous n'êtes pas capable de me dire que vous donneriez exactement le même conseil à votre fille dans la même situation, eh ben alors je ne le prendrai pas, ce conseil. Elle a regardé ses pieds. Damn. Et à ce moment-là, c'était fini. C'est fini. Non, mais c'est trop gênant. À ce moment-là, c'était fini parce que je me dis, en fait, tu vas pas me protéger comme si j'étais ton enfant. Il y aura toujours une différence. Et je me suis dit, en fait, pourquoi ça m'a transformée? Je me suis dit, le jour où j'aurai des enfants, le jour où mes enfants vont me ramener des plus sains, etc., je vais vraiment me battre de tout mon être pour pas te faire de distinction entre mon enfant et tout. Parce qu'au final, c'est le bien-être d'un être humain qui prévaut. Que tu l'aies sorti de tes entrailles ou pas, c'est... Tu vois, si moi, je vois que mon enfant se comporte mal avec son plus un, je vais pas juste le protéger parce que c'est mon enfant. Je vais lui dire aussi, je vais lui parler, et j'ai vu ma mère faire. Alors, elle a parfois été maladroite, et je le sais. Et puis parfois, elle a des réflexions qu'elle a parce qu'elle vient d'une autre époque, hein, c'est normal. Mais j'ai pas le sentiment qu'elle va plus me protéger, moi, que toi, par exemple. J'ai l'impression que, allez, elle va nous protéger pareil. Elle va se battre pareil pour nous. Elle va se faire du souci pareil pour nous. Elle va entendre que t'es malade, elle va dire non, mais c'est pas normal. Elle est malade, il faut qu'elle fasse ci, il faut qu'elle fasse ça. Enfin, j'ai l'impression que là-dessus, elle est assez équitable. Ouais. Elle n'est pas parfaite, mais j'ai l'impression qu'elle est assez équitable. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis on est d'accord. dit, en tant que personne, je me suis dit, quand tu peux être à l'aise, parce qu'on sait l'importance que la belle famille a chez nous, parce que finalement, c'est pas une belle famille, c'est ta famille, c'est... Nous, on aime bien, les Congolais, on aime bien brouiller les pistes. C'est pas défini. Laisse tomber. T'as plein de papas, t'as plein de mamans, des oncles, des tantes, vous êtes pas liés dans le les sang, choses mais... clairement. Voilà. Tout est un flou artistique. Pour nous, c'est très clair, mais de l'extérieur, ça ne fait absolument aucun sens. Aujourd'hui, j'ai des cousines, on me dit, mais vous êtes cousines comment?
Ah, on est juste cousines, point. Une cousine, c'est tout. Ah, des questions. Franchement. C'est trop vrai. Et donc, du coup, je me suis dit, non, c'est pas un... Ça a marqué mon level up dans la diplomatie des bastos. Je me suis dit, ah là, j'ai passé un cran parce que c'était quand même une adulte, cette dame-là. Et d'avoir réussi à lui parler sans l'insulter, sans pleurer, sans faire de crise de nerfs, sans monter le ton, mais en étant tout à fait claire et précise, je me suis dit, ouais, je pense que je commence à être une grande personne. Et du coup, là, je suis sûre que ça a déjà influencé la manière dont tu verras en fait une future relation et comment tu naviguerais la relation avec les parents d'un partenaire, en fait. Oui, c'est sûr et certain. Oui, ça a complètement changé. Je pense que le conseil de base que ma mère m'a donné, qui était de dire, en fait, tu dois te forcer jusqu'à ce que ça devienne naturel, c'est pas un mauvais conseil, c'est même un bon conseil, parce que ces gens-là ne font pas partie de ton écosystème. Et il faut les intégrer. C'est comme faire du sport. À un moment donné, si tu veux que ça devienne une habitude, au début, tu dois te forcer pour que ça devienne naturel pour toi. Donc, je pense que ça... Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi, quand j'entendais ce conseil, parce qu'on m'a donné le même aussi, c'est un truc qui me faisait aller à contresens. De toute façon, ça fait partie d'un de mes gros défauts. Si tu vas me donner un conseil que tu veux trop pousser sur moi, en fait, je vais commencer à aller dans l'autre sens et dire non, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Ouais, mais je trouvais ça vraiment frustrant que, tu sais, de toute façon, on connaît... En fait, tu connais les risques quand tu es dans cette position, c'est que peu importe ce qui arrive, on va facilement dire que c'est de la faute de la fille, tu vois. C'est tellement plus simple. Peu importe ce qui va t'arriver, pas seulement avec ta belle famille, mais même au sein du couple, etc., ce sera toujours, soit c'est la faute de la fille ou c'est à la fille d'arranger les choses. C'est la femme qui tient la relation. Alors, je comprends pas pourquoi, parce que l'homme a le dernier mot sur tout, mais c'est la femme qui tient la relation. Et c'est pour ça que moi, ça me frustrait quand on me disait, il faut forcer ici, il faut forcer là-bas. Je me disais, mais vous êtes fous, quoi. Parce que je sentais vraiment le double standard. Et je me rappelle, une fois, j'avais embrouillé mon gars, alors que c'était même pas sa faute, tu vois. Ouais. Mais c'était juste quand je regardais le traitement que lui avait quand il allait dans ma famille et le traitement que moi j'avais quand j'allais chez n'importe qui dans sa famille. Tu sens la différence, tu vois. Comme tu dis, on t'observe, on se demande, est-ce qu'elle va se lever, faire la vaisselle? Est-ce qu'elle va aider à servir? Lui, il arrivait, on lui disait, tu bois quoi? Ah, tu bois pas d'alcool? Oh, ça rigole, etc. Le gars, il est posé, jambes écartées, bras bien allongés sur le canapé. Et genre, à partir du moment où il est entré dans la maison des gens, jusqu'au moment où il doit partir, il était là, quoi. Il a pas bougé. Il avait juste et quand besoin il de part, respirer. C'est ça. Et quand il part, le feedback que tout le monde me donne, c'est « Il est super, ton gars. Waouh. Il avait juste à rester assis et à parler. C'est magnifique. » Non, mais c'est vrai. Franchement. Mais en fait, la raison pour laquelle je dis que c'est pas un mauvais conseil, c'est que il y a des efforts à faire. Ça, je pense que c'est indéniable. Et si un jour j'ai un fils, je lui donnerai le même conseil. Je pense que c'est un conseil qui s'applique autant aux filles qu'aux garçons. C'est ça. Là, on est je ne sais d'accord, pas ouais. si c'est un conseil que ma mère a donné à mes frères, qui sont mariés, mais je poserai la question. Et aussi, je pense que le niveau de respect qu'on a inculqué dans ma personne vis-à-vis des aînés, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Mais en même temps, ça m'a aussi amené à me dire de plus m'affirmer. Parce que, alors, à l'époque, j'étais plus jeune, donc il y a certaines choses, je me taisais, je mordais ma langue et j'appelais une de mes tantes en me disant « Tu sais pas ce que ces fous m'ont demandé de faire ?» Et donc, du coup, quand j'appelais cette tante-là, je savais très bien ce qui allait se passer par la suite, parce que c'est quand on te dit une tante qui a vraiment... qui a ton bac, en fait, qui... De sang chaud. qui a le sang chaud, oui, mais qui, en même temps, qui protège ses enfants. C'est une vraie lionne, quoi. Donc, avec diplomatie, avec respect, elle te remet aussi à la place. Et aussi parce que, en termes d'âge, ils sont plus proches. Donc, on a beau dire, moi, je suis qu'une gamine. Donc, forcément, je ne sais pas réfléchir. Alors que elle, oui. Donc, il y a ce côté-là, mais ça, je dirais qu'aujourd'hui, je vais plus rapidement mettre mes limites. Et mettre mes limites et montrer aussi mon caractère. Pas dire que j'ai mauvais caractère, mais si je suis pas d'accord, je vais moins le garder dans mon cœur. Je vais dire, bah non, là, je suis pas d'accord. Je le dirai poliment parce que je me suis rendu compte que je suis capable de dire les choses poliment sans m'énerver et faire passer un message.
C'est vrai, ça c'est une force. Mais bon, je sais plus, j'ai lu récemment un truc qui disait qu'on a 3 grands amours dans la vie ou quelque chose comme ça, ou trois vrais amours dans la vie, et chacun de ces amours est censé t'apprendre quelque chose. Je retrouverai l'article, on pourra le partager. Mais je pense que ce garçon, cette relation, c'était vraiment l'amour qui m'a appris à aimer et à mettre mes limites, à comprendre ce que j'attendais, qui m'a façonné en fait. Je pense que c'est celui-là. Waouh, ouais, comme quoi. Écoute, en tout cas, je suis contente que tu en aies tiré quelque chose. C'est ça le plus important. Oui, mais là, je te parle avec quelques années de bouteille. Il y a quelques années, je n'en aurais peut-être pas parlé comme ça. Attends, je vais te faire la pire des transitions, là. Donc, pour continuer sur les histoires qui finissent mal, moi, je vais parler d'une histoire qui s'est mal finie dans ma famille, à savoir quand mes parents m'ont annoncé qu'ils se séparaient. Ça, c'est vraiment un truc, mais alors de toute ma vie, si j'avais imaginé que ça arriverait un jour, et franchement, j'ai cru que c'était une blague, une grosse blague. Et surtout l'âge où ça arrivait. Ouais, c'est ça. Ils se sont séparés il n'y a pas si longtemps, au final. Quand ils se sont séparés, j'étais enceinte de ma deuxième. Donc, autant dire que j'étais à fleur de peau, surtout. Et en fait, j'ai appris qu'ils s'étaient séparés, et peu de temps après, j'ai appris que j'étais enceinte. Et il se passait trop de choses à ce moment-là. J'apprends que j'étais enceinte alors que j'avais pas prévu de tomber enceinte, c'était une surprise. Et au même moment, on organisait un mariage alors que la séparation de mes parents, en fait, était vraiment en train de créer une implosion au sein de la famille. Et du coup, ça a vraiment marqué un tournant. En fait, il y a un moment qui a marqué un tournant pour moi dans ma vie. C'est un jour, en plus ça tombe toujours trop mal quand c'est comme ça m'énerve. Un jour, je recevais des gens à la maison, il faut que je précise de la belle famille, parce que ça fait toute la différence, et justement, ça va bien jouer avec ce dont on a parlé. C'est que je recevais des gens à la maison, en fait, alors que, chez mes parents, en fait, c'était le feu, il se passait trop de choses. Donc, en fait, ils s'étaient séparés et on entendait trop de choses un peu partout et tout le monde se disputait, tout le monde se lançait des piques, etc. Et en gros, entre moi et mes sœurs, on essayait un peu de calmer toutes ces tensions et de faire en sorte qu'on reste unis, en fait. Ce qui fait que j'étais tout le temps au téléphone. Et même ce jour où j'ai reçu les gens et tout, etc., je me suis dit, purée, mais c'est vraiment pénible, en fait, d'être une épouse dans une famille africaine parce que je savais que j'étais pas en mesure de dire aux gens, je suis désolée, je suis pas en mesure de vous recevoir parce qu'il se passe ça chez moi. Ils en ont rien à foutre, tu vois. Exact. Donc, ce jour-là, j'étais sur les nerfs, mais j'ai préparé à manger pour 10 personnes chez moi. Et pendant que les gens mangeaient, etc., ils disaient, il est beau ton poulet, gna 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 gna. Et moi, j'étais dans ma chambre, au téléphone avec mon père. Ouais. Et je vais pas rentrer dans les détails de cette conversation parce que sinon ma mère elle va m'appeler dès que l'épisode il sera sorti. Elle va me dire, t'es folle ou quoi, t'enlèves ça tout de suite. Mais en fait, ce qui est marquant, en fait, parce que le moment fort dont je parlais, en fait, c'est la conversation que j'ai eue avec mon père. C'est qu'on s'est disputé, en fait, au téléphone. Et c'est la première fois que je me disputais avec mon père et que je lui parlais comme... Tu vois, je lui parlais pas genre, je suis ton enfant, gna gna, pitié, écoute-moi. C'était vraiment une conversation d'adulte. Et on était en train de se parler l'un au-dessus de l'autre, etc. Enfin, c'était vraiment vif, en fait. C'était extrêmement vif. Et je me rappelle que ce jour, franchement, c'est la première et seule fois de ma vie où je me suis retrouvée à être tellement énervée que je criais au téléphone, tu vois. Mais vraiment, je criais, etc. Et j'étais en train de me dire, purée, mais il y a des gens, en fait, dans mon salon. Si on m'entend, qu'est-ce que je vais dire, etc. Bref, on avait eu vraiment une dispute qui était très, très houleuse. Et en fait, quand j'ai raccroché... Est-ce que j'ai raccroché ? Je crois que mon père, il m'a raccroché au nez. Parce que mon père, il est trop fier. Il a dû se dire, elle est sérieuse, cette fille-là ? Elle est folle. Moi, je t'ai donné la vie, tu cries. Non, laisse tomber. Et je me rappelle que voilà, quand j'ai fini cette conversation, en fait, j'étais posée dans ma chambre et j'étais en train de me dire, purée, mais tout ce que j'imaginais du mariage, mais j'étais tellement à côté de la plaque. C'est vraiment ça que je me suis dit sur le moment. Je me disais, mais en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais la vision que j'avais du mariage avant cet événement, j'étais persuadée que peu importe ce qui arrivait dans un couple, ils pouvaient toujours surmonter et rester ensemble, tu vois, dans un mariage. J'étais vraiment persuadée de ce truc, c'est que
je sais pas si ça m'a été inculqué ou si c'est quelque chose que j'ai juste intégré à force de voir mes oncles, les tantes et mes parents. Mais c'était vraiment la vision que j'avais, c'était si tu te maries pas, il n'y a pas de souci. Mais si tu te maries, c'est en âme et conscience que tu vas tout faire pour que ça marche. Genre, le divorce, ça n'existe pas chez nous. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le voyais. Et du coup, déjà, le premier coup, quand les parents annoncent qu'ils se séparent, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit, ah bon, donc ça existe vraiment au final. Et toutes ces conversations qu'on avait sur les dynamiques de la famille qui en sont ressorties, en fait, ça a vraiment chamboulé ma vision du mariage. Franchement, ça l'a chamboulé à un point. Je pense que c'est ça qui fait que, comme je te disais dans l'épisode qu'on a enregistré précédemment, je te disais oui, aujourd'hui, si j'étais célibataire, je pense pas que je verrais le mariage de la même manière, etc. Ça a vraiment joué en partie par rapport à cette conversation. Ouais. Ce qui fait que ce jour-là, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans ma maison, mais quand je suis repartie au salon, j'étais pas là, tu vois, j'étais complètement absente. Je me suis assise et je regardais tout le monde parler, en fait, et manger, etc. On me disait des trucs et j'entendais à moitié ce qu'on me disait, je répondais à moitié, etc. aux choses. J'étais vraiment pas là, en fait. Et après, j'en avais discuté avec mon mari, etc. Et je lui disais que, tout ce que je te dis maintenant, je lui disais que j'étais chamboulée, que je comprenais pas. Je lui disais, ouais, moi, j'imaginais pas le mariage comme ça, en fait. Je suis choquée. Je disais, je suis choquée de ce que j'ai entendu mon père me dire. Je suis choquée de voir comment mes parents ils se déchirent. Je suis choquée de ce qu'on attend de moi aussi. Enfin, je lui disais, c'est trop. Oui. C'est vraiment pas marrant, en fait. Ça m'a vraiment perturbée dans ce sens-là. Et coup de grâce, en plus, quelques jours après, j'ai une tante qui m'appelle, une de mes tantes qui était là, en fait, le jour où tout ça s'est passé, qui m'appelle. Et moi, je pensais qu'elle allait me dire, qu'est-ce qui s'est passé et tout, t'étais bizarre, machin. Non, elle m'a juste dit, y a une telle que t'as reçue à la maison, elle n'a pas apprécié et tout, comment tu l'as reçue. Donc, je voulais juste te dire que c'était pas bien et tout. L'audace. Non, mais laisse tomber. Et du coup, j'étais juste là, tu sais, quand tu te dis, en fait, si j'ouvre la bouche, je sais pas ce qui va sortir, ça va être catastrophique. Donc, je suis vraiment restée en silence. Tout ce que j'arrivais à faire, c'était Jusqu'au moment où elle a raccroché, je me suis dit, non. Non, c'est pas possible. Ce moment a vraiment marqué ma vie. Et ça a même changé, pas par rapport seulement à ma vision du mariage et à mon mariage, mais aussi... ça a vraiment chamboulé, en fait, le rapport que j'avais avec mon père aussi, tu vois. Parce que mon père, c'était vraiment l'autorité suprême, en fait. On ne pouvait pas le contester, c'était impossible. Et là, ça avait marqué un tournant dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, ça ne lui a jamais servi. qu'on agisse tous comme ça, en fait, ça ne lui a jamais servi, clairement, parce que sinon, on ne serait pas retrouvés dans cette dispute. Et je me suis dit, non, en fait, c'est terminé. À partir du moment où j'ai réussi à briser ce lien d'allégeance suprême, tu vois, sans question, sans rien du tout, je trouve que ça a vraiment changé mon rapport avec tous les aînés, en fait, en général. Parce que je me disais, c'est bizarre, mais je me disais, si j'arrive à me soulager de la pression que j'avais par rapport à ce rapport-là avec mon père, avec mon propre père, mais qu'est-ce que les autres, ils vont me dire, en fait ? Ils n'ont plus rien à me dire. Ça n'a plus de valeur, tu vois. C'est spécial. Après, je sais pas si ça va être clair, en fait, ce que j'explique par rapport à ce moment, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails de la dispute, mais en tout cas, elle m'a impactée. Mais surtout que en fait, comme tu disais, c'est que cette dispute, c'est venu... Vous avez une conversation entre deux adultes et non pas entre un père et une fille. Ce qui est, je pense, pour nos parents, assez difficile à avoir des conversations entre adultes. Parce que t'as beau être une adulte, aux yeux de tes parents, t'es jamais un adulte. Enfin, en tout cas, chez nous, t'es jamais vraiment un adulte. Et puis, de temps en temps, il y a des fulgurances quand ils te voient gérer des situations. Ils disent, non, mais en fait, t'as grandi. En même temps, oui. Enfin, j'ai plus 5 ans. Enfin, non, voilà. Mais il avait tellement mal pris. Je pense que pendant un temps, on ne s'est pas parlé, quoi. Il a vraiment fallu du temps pour se remettre de ça. C'était très grave. Oui. Donc, c'est clairement ça. Petite fulgurance. Mais, pour aller sur un autre moment, pour moi, je dirais le week-end qui a précédé l'arrivée de ma fille. Alors, il faut savoir que c'était dans une période un peu bizarre où j'ai
bon, comme d'habitude, hein, tu remets toujours ta vie en question une fois par an, parce que c'est normal. Mais là, je me sentais vraiment dans un inconfort que je n'arrivais pas à expliquer. Donc, D'accord. t'es pas à l'aise, bref, tu te sens pas bien dans ta vie. C'était une période why. Ouais, vraiment. C'est un moment où Ouais. tu te dis, est-ce que je change de boulot? Est-ce que je déménage? Est-ce que je me rase la tête? Est-ce que je deviens blonde platine? Est-ce que je deviens bodybuilder? Est-ce que j'arrête de Tout a manger de changé. la viande? Enfin, tu sais, c'était une période où tu changes plein de choses à gauche, à droite, mais tu trouves pas, en fait. Tu te dis, mais non, en fait, c'est pas ça. Je pense que pendant cette période-là, je me butais au sport. Je pense que je me suis jamais butée au sport comme ça. J'y allais 6 jours sur 7, je crois. C'était un truc... Mais en plus, tu sais, je variais les plaisirs. Donc, je faisais la boxe, je faisais la boxe 2 fois par semaine. Après, je faisais des bootcamps. Après, je faisais la salle. Après, enfin, vraiment, ma vie tournait... C'était la folie, quoi. Autour du sport, Ouais. autour du fait que, tu vois, limite, j'étais sur un régime keto. Enfin, tu vois, tu veux tout changer en même temps, mais en même temps, rien ne change. Donc, D'accord. c'était sur un truc comme ça, et je pense que j'ai fait 1 mois off du travail, ce qui ne m'arrive jamais. Les gens qui me connaissent savent que je ne prends jamais un mois de congé. Je prends 1 semaine, 10 jours, mais 1 mois complet, là, j'ai pris 1 mois. Et le week-end avant l'arrivée de l'enfant, je pense que c'est un week-end que j'ai passé avec ma mère, encore elle. Et c'est un week-end où je pense que j'ai fait la gueule les 3/4 du week-end. Je pensais pas que t'allais dire ça. Je m'attendais pas à ça, mais bon, vas-y. Non, j'ai fait... En fait, ça n'allait pas, quoi. Parce que tu penses que tu vas... Alors, si je me souviens bien, je pensais qu'on allait être toutes les deux, mais finalement, on n'était pas toutes les deux, parce que je me suis dit, bon, ça sera une opportunité, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait des choses toutes les deux. Bizarrement, je me retrouve à ce moment-là, je me sentais très territoriale vis-à-vis d'elle. J'avais l'impression de trop la partager, et j'avais envie d'avoir un moment seul avec elle. Et je lui avais exprimé. Alors, chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que quand je dis quelque chose, je le pense. Donc, si je te dis, viens avec moi, on va faire ça, commence pas à ramener toute la smala. Parce que ça va m'énerver. Si j'avais envie que... Les menaces. Regarde comment tu menaces les gens. Je te dis, on part tous les deux, d'accord? non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu vois, si c'est un... Ou alors tu m'en parles en amont. Ne remixe pas mon programme, quoi. Ouais, tu m'en parles en amont, tu me dis, ah oui, puisqu'on va faire ça, est-ce que ça te dérange pas si machin. Moi, si je te dis oui, sinon je te dirais clairement, non, je pensais qu'on allait passer un moment toutes les deux et tout, mais me mets pas devant le fait accompli et me fais pas passer pour une folle en me disant, si, je te l'avais dit. Ah non, ça n'allait pas. Donc ce week-end-là, c'est passé comme ça. Moi, je pensais qu'on partait toutes les deux, jusqu'au moment où nos billets arrivent et je vois qu'il y a 3 billets. Et j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il y a 3 billets? Oui, mais on part avec machin et tout. Et j'étais là, j'ai dit, pardon. J'ai dit, mais... Donc, tu vois, c'était un peu mal engagé, cette affaire. Et donc, du coup, forcément, sur le trajet, je parlais pas beaucoup parce qu'en fait, moi, je voulais profiter de cette opportunité pour avoir une conversation avec ma mère en tant que femme, en tant que mère, tu vois, prendre des conseils. Mais je pense que ce qui m'a vexée, c'est que je demande pas souvent des conseils. Je demande pas souvent à avoir un... Parce que je pense que je la partage beaucoup et je demande pas souvent à avoir du temps juste elle et moi. Avoir des audiences. Voilà. Juste elle et moi parce que je suis quand même... je suis très indépendante, donc elle sait que je fais ma vie, etc. Et elle est possessive, mais elle est... tu vois, elle a compris que sa fille, elle lui fait ses trucs de son côté. Et c'est peut-être aussi un peu égoïste de ma part, parce que, en fait, quand j'ai besoin d'elle, et que je veux l'avoir qu'à moi, il faut qu'elle soit disponible. Et ce qui n'est pas possible, parce que moi, les 3/4 du temps, ou 90% du temps, je suis toute seule, je fais mes trucs. Mais c'est pas les 10% où j'ai besoin d'elle, je claque des doigts, elle est là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à réguler après ce week-end, parce que je me suis rendu compte que c'était pas bien de ma part, parce que j'ai vraiment, vraiment fait la gueule. Et donc, du coup, c'est... Mais en fait, le truc, c'est que comme moi, j'ai été à l'internat et on en a déjà parlé, elle et moi, c'est que
elle s'est rendue compte qu'elle connaissait pas vraiment sa fille. Parce que j'étais à l'internat très jeune jusqu'à mon bac et on se voyait que les week-ends. Et donc finalement, c'est pas assez pour connaître son enfant. On n'a pas grandi dans la même maison. Moi, je partais à l'internat, je partais le lundi, je rentrais le vendredi. Elle travaillait dans le milieu médical, donc parfois les week-ends, elle travaillait. Donc je pouvais passer tout un week-end à la maison, je la voyais pas. Tu vois, c'est une dynamique qui est un peu, je dirais, particulière. Pour moi, c'est normal, mais pour d'autres personnes, c'est particulier. Donc, c'est aussi apprendre à s'apprivoiser en étant adulte. Et ce week-end-là est arrivé après que ma relation se soit terminée, après qu'il se soit passé plein de choses, où par exemple, j'ai 2 de mes frères qui se sont mariés rapprochés, qu'on a accueilli des premiers petits-enfants, et les neveux, les nièces. Il y avait tout un... S'était passé beaucoup de choses, et je m'étais dit, ça sera aussi une opportunité pour nous de faire table rase un peu, de crever certains abcès qu'il peut potentiellement avoir et de parler à cœur ouvert comme on a si peu d'occasion de le faire. Et donc le fait qu'il y ait une autre personne, ça m'a beaucoup dérangée parce que du coup, tu voulais parler de certaines choses mais tu peux pas le faire. Donc ça a été un peu un truc où on a partagé une chambre d'hôtel toutes les deux et je pense qu'un soir ça a pété, mais quand je te dis que les éléments ont intensifié le moment, tu sais, c'est comme dans les films où tu as la pluie qui tombe quand l'héroïne est triste et qu'elle colle sa fenêtre sa tête à la fenêtre et tu vois le truc. Et ce soir-là, il y avait un orage comme je n'ai rarement vu dans ma vie. Ça pétait dans tous les coins et dans la chambre avec ma mère, on était en train de se disputer comme des chiffonniers. Et quand je dis comme des chiffonniers, mais vraiment comme des chiffonniers, au point où j'étais tellement énervée que je me suis mise à pleurer, mais je pleurais de rage. Parce que j'ai l'impression de parler à un mur, quoi. Et je me disais, mais c'est pas possible, elle me comprend pas. Et elle me disait, mais si. Puis elle me disait qu'elle allait arrêter de faire des trucs. Je lui dis, oui, mais maman, ça, on en a déjà parlé il y a 1 an. T'as dit que t'allais arrêter de le faire, mais tu continues de le faire. Regarde et tout, machin. Elle dit, non, là, je te promets, machin. J'ai dit, non, arrête, faut pas me dire des trucs et tout. Bref, c'est parti dans tous les sens. Et je vais pas rentrer dans les détails de cette énorme dispute qui, normalement, devait être une conversation, mais qui s'est transformée en dispute. Il y a eu des reproches, enfin bref. C'était pas... Je pense que maintenant, en tant que mère, si je vis cette situation avec ma fille, je pense que je ne dormirai pas. Je serais des ulcères. Franchement. Mais je pense que c'était absolument nécessaire parce que ça a permis, je crois, de faire de la place, de mieux se comprendre et de se voir pour qui on est réellement. Pas que j'avais une mauvaise relation avec elle avant, mais... je pense que ça arrivait... Il fallait recalibrer, quoi. Ouais, voilà. Ça arrivait à la fin d'un cycle pour moi où je pensais être une certaine personne et je me suis mis face à certaines réalités que finalement, j'étais pas tout à fait cette personne-là, mais j'étais plutôt une personne comme ça. Et ça a permis de faire une mise à jour, en fait. Et du coup, exactement, je pense qu'on s'est disputé jusque... Je sais même plus quelle heure. Donc, mais comme un vieux couple, on est parti se coucher dos à dos. Le matin, on s'est à peine dit bonjour, tu sais. Tu sors du lit, tu dis putain, faut libérer la chambre à 11h. Tu te lèves, tu te dis... c'est exactement ça, quoi. Tu t'es là, tu te dis ouais, ok. Tu fais ton sac, c'est bon, t'as tout pris. Ouais. Bon, allez, on va prendre le petit déjeuner. Ok. Tu vois, c'était vraiment ça. Et bizarrement, sur le chemin du retour, il y a eu un arc-en-ciel, etc. Et ma fille est arrivée dans ma vie, je pense, 24 heures après. Même pas. Waouh. Donc, la pacificatrice. Non, mais c'est fou. Parce mais quelle poupée. C'était vraiment genre... c'était l'orage avant le beau temps. Enfin, c'était vraiment... franchement... C'était je pense, un des moments les plus dramatiques que j'ai vécu avec ma mère. Mais vraiment, parce qu'on s'est dit des choses, mais j'étais dans un état, mais tu sais, tu pleures de rage, tu trembles, Ouais, c'est une furie, quoi. Ouais, non, mais Waouh. Et malheureusement, quand je suis dans cet état-là, il n'y a que peu de personnes qui peuvent me calmer sur cette terre, et ma mère n'en fait pas partie. Donc du coup, tu sais... Donc ça aurait pu dégénérer encore plus que ça, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment chiant parce que je me connais quand je suis très énervée, que tu vois, j'ai l'impression que la personne en face fait aucun effort ou que tu vois, il y a trop de choses et que ça sort. C'est un peu comme les poupées russes, quoi. T'ouvres un truc et puis pa. Et je me dis, mais en fait, dans cet état-là, malheureusement, elle sait pas me calmer quand je suis comme ça.
Et parce que je pense qu'on n'a pas on n'est pas les mêmes personnes face à l'apaisement. On ne veut pas être apaisé de la même façon. Elle fait comme elle a envie pour elle. Elle ne fait pas ce dont moi j'ai besoin. Donc du coup, ça m'énerve encore plus. Voilà, c'est débile, quoi. Mais bon. Après, l'enfant est arrivé. Tu vois, en fait, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est très étrange. Ça a tout effacé. C'est comme si rien ne s'était passé. C'est comme si, tu vois, genre... je suis allée la voir, j'ai dit, je crois que c'est elle, c'est comme ça et tout. Elle m'a dit, ok, qu'est-ce que je vais faire comment je fais pour t'aider? Comment on fait? Et comme je dis, j'ai une chance incroyable parce que, ma mère, c'est quand même... c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, que grandir sans sa mère, en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, si elle n'était pas là, je ne sais pas comment je ferais. Parce qu'en même temps, c'est une inspiration. En même temps, elle m'a, je pense, donné des bonnes clés pour bien vivre dans ce monde. Et en même temps, c'est un soutien. Malgré tout ce qu'elle fait, elle trouve quand même le temps. Donc parfois, je trouve qu'elle n'en trouve pas assez. Mais j'ai compris comment on devait fonctionner. Je vais lui envoyer un texto. Je dis, écoute, maman, quand tu as 2 minutes, j'aimerais bien te parler. J'aimerais avoir un temps avec toi. Et là, elle te consacre complètement son temps. Et tu vois, il y a des moments, il y a des accros, bien sûr, hein, mais c'est aussi, moi, ça m'a permis aussi de mieux la comprendre sur certaines choses. Je pense qu'elle m'a mieux compris sur d'autres choses. Et je pense que le fait que l'enfant soit arrivé, ça met aussi d'autres choses en perspective. Donc, elle est encore petite, hein, mais je me dis, le jour où elle me répondra, ou elle me parlera, comme j'ai parlé à sa mère, à sa grand-mère, Moi, j'ai peur parce que je sais l'appel que je vais recevoir derrière. Je vais me faire crier dessus. Je vais dire, mais Néné, pourquoi tu cries sur moi? C'est pas ma faute. Je vais dire, non, mais tu comprends pas. Comment elle ose me dire ça? Mais en fait, je pense même que j'aurais trop honte. Je ne dirais rien. Tu vois, je me mettrais dans mon coin. T'es ce genre de merde, toi. Non, après, tu vois, j'en parlerai peut-être après coup. Je sais qu'on va avoir des accros, tu vois, c'est normal. Je pense que dans une relation entre mère-fille, c'est normal d'avoir des accros. Tout n'est pas toujours fusionnel. T'es toujours un peu la méchante quand tu veux pas... Quoi, tu veux pas me donner du coca à 9h du matin? Et là, t'as toujours des gens qui sont dans l'excès. Et malheureusement, ma fille est un peu dramatique. Donc, Complètement, laisse tomber un peu. Un peu... Voilà, là, on est sur des techniques de soufflage pour se calmer parce qu'elle est un peu... Elle prend les choses très à cœur. Elle est un peu comme sa mère. Alors, je pense pas que je faisais des crises de nerfs comme elle fait à son âge. Mais c'est quand même quelque chose. Donc, Elle est arrivée dans ta vie pour t'apprendre à doser. C'est ça que ça veut dire. Et je crois que c'est ça. Grave. Elle m'a appris à... elle m'a dit, madame, apaise ton cœur. Apaise ton cœur parce que moi, je suis une ouf. Et t'es pas équipée. C'est mieux, toi, tu apaises ton cœur. 2 folles dans la même famille, c'est pas possible. C'est trop ça, je te jure. Écoute, moi, je trouve que t'as terminé sur une belle histoire. Du coup, je garde la dernière. Et je viens de réaliser que je suis pas sûre que j'ai envie de la raconter maintenant. Donc, je vais vous teaser. Peut-être que je la raconterai dans un autre épisode. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, écoute, non, mais écoute, ça a un peu un côté... c'est une mini-thérapie, je trouve, le podcast. Plus ça avance, plus exactement. Parce qu'on vous parle de certaines choses. Et surtout le retour que l'on a sur ce qu'on partage avec vous. Parce que nous, on a l'impression que ce sont des histoires banales. Mais le fait que ça résonne autant avec certaines d'entre vous, je pense que c'est... En tout cas, pour moi, je ne parle que de ma personne, mais j'ai l'impression qu'avec Daya, on est alignés sur le sujet. Moi, c'est exactement comme ça que je le ressens. C'est ça qui importe, c'est ça qui compte. C'est au-delà de se mettre à nu, et en même temps, on ne se met pas complètement à nu, parce qu'il y a tellement de choses que vous ne savez pas de nous, et ça, c'est normal. Mais en même temps, les choses dont on parle, qui sont quand même des éléments importants de nos vies, de voir que ça résonne si bien avec vous et que ça vous aide parfois à prendre des décisions, moi, ça me touche énormément. Je pense que c'est une des choses qui me touche le plus. Je me dis, si on peut être cette personne-là qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'a malheureusement pas eu à certains moments de notre vie et qu'on peut l'être pour d'autres, c'est ça qui va nous aider à avancer ensemble et à grandir ensemble.
Bah, tout est dit, hein. Franchement, je pense que tant qu'on aura ce ressenti par rapport au podcast, il va continuer. Oui. Et puis C'est après, ça. quand ce sera plus ça, on s'orientera sur d'autres choses. Mais là... OnlyFans, vendre des photos Oh. des pieds, ce genre de choses. Non, je crois que je suis trop âgée pour ça. Je te jure. J'ai trop la conscience d'avoir une famille pour ça. Tu sais, en plus, dans ces trucs-là, tu vas commencer à mettre des photos de tes pieds, puis un jour, tu vas passer derrière un tonton qui est en train de regarder des trucs, et puis tu vas voir tes pieds, tu vas dire « Waouh !» Tu vas reconnaître. Mais moi, je me suis toujours dit ça. On pense qu'on est à l'abri sur OnlyFans, alors que moi, je pense que c'est pire. Tu peux tellement... Il doit y avoir tellement de gens dans ton entourage qui l'utilisent, on ne sait pas. Mais regarde sur TikTok, mon petit frère, on lui a suggéré, on a mis mon père sur TikTok, et j'ai dit à mon père, je dis « Mais papa, t'es sur TikTok ?» Il dit non, moi, parfois je reçois des vidéos, mais je crois pas que j'ai créé un compte. Tu dis, oh, finesse. Oh là là, alors qu'il sait même pas qu'il a créé un compte. Non mais tu rigoles, mais mon père, il nous suit sur TikTok. Hein. Il suit le thé noir. J'étais mort de rire quand j'ai vu le pseudo, j'ai dit, ah mais ça me dit... Mais c'est... Papa. Je suis vraiment bloquée, genre, mais... Papa, c'est toi. Trop drôle. Donc, non, c'est dangereux. Donc, non, to each his own, mais moi, là, tout de suite, là, Là, tout de suite... Aujourd'hui, maintenant, je cherche l'argent autrement. Bah ouais, meuf. C'est ça même. Bon, bah moi, je vais aller me jeter dans le canapé, dans mon pilou-pilou, regarder je sais pas quel film Marvel. Dernièrement, j'ai regardé les Eternals. Enfin, je me suis refait les Eternals. Je sais pas ce que je vais regarder par la suite. On va voir. Peut-être je vais me refaire la saison de Loki. Loki, c'était trop bien. Ouais. Moi, j'ai envie de regarder Doctor Strange en ce moment. Je sais pas pourquoi. Mais c'est écoute, si tu mets Doctor Strange, dis-moi, comme ça on fait en simultané là. Ouais. Voilà, et les gens qui écoutent le podcast, quel est votre Marvel préféré? On a parlé de tous ces... Oui, j'ai besoin de savoir. Tous les... On en parle tellement tout le temps. Ouais. C'est trop. Franchement. Et moi, je me moque toujours des gens qui sont fanatiques. Et je dis toujours que je suis pas fanatique, mais pour le coup, là, sur Marvel, c'est chaud quand même. Oui, bah dès qu'il y a un film qui sort, d'ailleurs, j'ai toujours pas vu Les Gardiens de la Galaxie, donc ça, il faut que j'aille le voir rapidos. Non, on peut pas rater parce que, tu vois, en fait, ici, sur les bus de Londres, il y a toujours des affiches géantes, là. Oui. Donc les enfants, ils me disent tous les jours, maman, ça sort le mai, nanana, si c'était écrit sur le bus 336, ça sort le mai truc. Ce qui fait que dès que c'est sorti, le premier jour du week-end, les enfants, ils sont là, bon, on est prêts? On part à quelle heure? Séance du matin? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on peut plus rater, nous. Ouais, mais non, non, faut que je vois ça. Mais en même temps, tu sais, comme je disais tout à l'heure, le mois de mai est tellement bouleversé et bouleversant. Je vais fermer les yeux, on sera déjà au mois de septembre. Donc, Arrête, tu me fais peur là. Non mais prends ton temps. Et en plus sur ce dernier film, j'ai pas vu beaucoup de spoil. J'en ai vu vraiment très peu, donc je pense que tu peux prendre ton temps avant d'aller le voir. Bah moi, le seul spoil que j'ai vu, c'est qu'apparemment il est excellent. C'est ce que le seul excellent, c'est un grand mot, hein, mais je l'ai trouvé vraiment cool, ouais. Mais je dirais pas excellent. Parce que excellent, ça reste Endgame, Infinity, tout ça, tu vois. C'est ce niveau-là. Moi, quand il c'est dit pas excellent. Avengers, Assemble. Assemble. Yes. Et moi, dans mon salon, je dis non, mais c'est ça. Ibambe. J'étais là, bref. Non, mais c'est grave. Je sais plus quel jour je l'ai regardé. Il criait Ibambe. J'ai regardé mes enfants, genre, je les ai grondés. J'ai dit, comment ça? Black Panther, il dit Ibambe, tu cries pas Ibambe, t'es fou, quoi? Lève-toi, saute. C'est la guerre. C'est la guerre. J'étais trop énervée. J'ai dit, mais je vous ai appris quoi, moi? C'est comme l'hymne national. On se lève, on chante. On chante. Zut alors. Punaise. En tout cas, c'était le thé noir où on partage avec vous des moments qui ont changé nos vies, qui ont impacté notre façon de voir nos vies et qui nous impactent encore aujourd'hui. Des moments inconfortables ou parfois confortables, mais qui ont fait les femmes que nous sommes aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous bientôt pour un autre épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et merci à vous d'être là, toujours partout. Vous savez où nous trouver. Et on se dit à très très vite. Bye yo. Bye yo.